Salut les CM et bienvenue dans cette formation pour les community managers freelance. Donc peut-être qu'aujourd'hui, devant cette vidéo, tu es déjà community manager freelance ou tu souhaites te lancer, tu es en reconversion ou je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais bref, tu penses à te lancer dans cette activité ou tu es déjà lancé dans cette activité-là. Et il y a peut-être encore des zones, des parties de cette activité qui sont un peu brouillons pour toi. Et l'idée dans cette vidéo, c'est vraiment qu'on aille en détail et qu'on voit comment est-ce que tu peux commencer à te lancer en freelance. Je précise bien en freelance, parce que ça va pas être axé community manager pour un emploi de salarié, ça va vraiment être axé freelance. Évidemment, cette formation, on va pas tout pouvoir voir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans le premier lien, dans la description, il y a une formation qui dure 3 heures. Donc, la formation devant laquelle vous êtes là, ça va plutôt être une version rapide, une version où on va aller plus droit au but. Et si vous voulez vraiment la version longue avec beaucoup plus de détails, je vous l'ai mis dans le premier lien dans la description. Elle dure 3 heures et c'est une version, on va dire, beaucoup plus complète de celle qu'on va voir là. Mais déjà, comme démarrage accéléré, comme démarrage rapide, cette formation-là que vous pouvez voir en face de vous, elle va déjà beaucoup vous aider. Donc également, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram également. Et puis je pense qu'on peut commencer. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Donc comme je vous l'ai dit, ça va être axé freelance. Donc qui dit freelance dit devoir trouver des clients, devoir savoir comment on crée une offre, comment on fixe un tarif, comment on délivre derrière, comment on fidélise nos clients. Alors évidemment, je vais pas pouvoir aller en détail dans tout ce qui est partie réseaux sociaux parce que du coup, forcément, il y en a plusieurs des réseaux sociaux et on peut pas aller en détail dans chaque réseau social. Donc là, ça va vraiment être axé trouver des clients, on crée notre offre, on fixe nos tarifs, on vend, on délivre, on fidélise, on voit derrière si on délègue comment on va plus loin, mais on va pas parler en soi de comment fonctionne Instagram, comment faire grossir un compte Instagram par exemple, parce que on peut pas se permettre d'aller en détail dans chaque réseau social, sinon ça durerait 24 heures cette formation. Et là le but c'est d'aller quand même à l'essentiel en tant que freelance. Donc comment va être structurée cette formation? Cette formation, elle va être structurée de la manière suivante. Donc on va voir comment on crée une offre et comment on fixe ses tarifs. Ensuite on va voir comment on prospecte et comment on vend. Et ensuite on voit comment on délivre, on fidélise et on scale, c'est-à-dire, peut-être que le terme est pas très bon là comme il est utilisé, mais derrière comment on développe encore plus son activité pour pouvoir accueillir des clients et vraiment qu'il n'y ait plus vraiment de limites. Donc ça va vraiment être ça l'idée et c'est vraiment la structure qu'on va suivre. Et si vous étiez là pour voir comment on fait des factures, quel statut il faut utiliser, comment on fait des devis, comment utiliser les réseaux sociaux, comment grossir sur les réseaux sociaux, comment on fait un audit, etc. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de choses que j'ai dit dans d'autres vidéos mais qui ne seront pas dans cette formation. Là, c'est vraiment une formation sur la partie business du freelance. Donc vraiment, comment on fait tout ce qui est affiché à l'écran, à savoir offre, tarif, vente, prospection, délivrer, fidéliser, déléguer, etc. Donc premièrement, comment est-ce qu'on crée son offre? Alors le problème de la plupart des CM avec l'offre, c'est que leur offre, elle se ressemble énormément. En fait, on voit bien souvent plus ou moins le même type de prestation. En fait, la plupart des CM, ils vont faire quoi? Ils vont vendre des packs de publication, ils vont vendre l'animation de la communauté, ils vont vendre un gain d'abonnés et la plupart du temps, ils vont proposer des packs, donc comme des packs de publication ou un pack 3 publications, 3 stories, réponse aux messages, mais par contre, je mets pas les hashtags, il y a des packs avec des choses qu'il y a, des choses qu'il n'y a pas. On en reparlera après. Et avec ces packs-là, il y a un prix adéquat à chaque pack en fait, avec un prix qui monte au fur et à mesure que le nombre de services augmente. Disons que c'est la manière classique, conventionnelle de fonctionner de la plupart des community managers, mais est-ce que c'est une bonne idée de fonctionner comme ça? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. L'erreur que font la plupart des CM, c'est que avant de vendre des publications ou un gain d'abonnés, vous devez comprendre que vous vendez des résultats. Et la meilleure manière d'apporter des résultats et la meilleure forme de résultats que vous pouvez apporter à une entreprise, c'est l'argent. Et le problème avec les packs de publication, par exemple, si c'est ce que vous vendez aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous vous démarquez pas des autres CM et qu'en plus, vous n'aurez qu'un faible impact sur l'entreprise de vos clients. Comprenez une chose, c'est que quand vous avez une entreprise, ce que vous voulez, c'est pas un beau feed Instagram, c'est pas faire des stories, c'est pas faire des reels. En fait, c'est utiliser ces outils-là pour que ça vous ramène des clients. Mais en soi, avoir un joli feed, ça va pas nourrir votre client. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'un outil qu'on va utiliser pour ramener
des clients à vos clients justement. En fait, c'est comme ça que vous devez le voir. Voici ce que votre offre doit apporter dans l'idéal. Alors, elle doit premièrement amener des résultats financiers, donc un retour sur investissement direct ou indirect. C'est quasi indispensable si vous voulez facturer, on va dire, haut et longtemps. C'est-à-dire, quand je dis haut pour un CM, dans la thématique du community management, généralement, facturer haut, c'est quand on facture au-dessus de 1000 euros. Voilà, il y a assez peu de CM qui vendent régulièrement des prestations à plus de 1000 euros par mois et qui tiennent ces prestations sur des mois et des années. Ensuite, une bonne offre, ça vous apporte des clients de qualité. C'est-à-dire que vous n'allez pas attirer des clients qui cherchent juste la petite bonne affaire, la prestation pas chère et essayer de grappiller des sous. Non, là vous tombez sur des clients qui ont vraiment envie d'investir sur leur entreprise et investir sur leurs réseaux sociaux. Et c'est des clients qui vont vous respecter, qui vont vous payer en temps et en heure. Alors j'ai oublié le ENT à paye, excusez-moi. Avec qui vous avez une bonne relation et qui sont pas des clients chiants. Donc excusez-moi du terme quand je dis chiant, mais il y a beaucoup de clients, souvent, et en plus souvent c'est des clients qui n'ont pas beaucoup de budget, qui vont être assez lourds, assez pesants. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur ce genre de clients. Et en plus souvent c'est pas des clients sur lesquels vous gagnez beaucoup d'argent. Moi j'ai eu beaucoup de CM qui m'ont fait des retours par rapport à ça. Ils vont travailler avec des petits artisans, des petits commerçants, ils vont faire des facturations à 200 euros par mois, des choses comme ça. Donc déjà c'est très compliqué de vivre à ces prix-là, donc c'est très faible. Et en plus de ça, c'est des clients qui sont très pesants, très lourds, qui leur sont dessus, qui les contactent, qui leur envoient des messages tout le temps, qui les appellent, qui ont toujours quelque chose à redire. Donc en fait, vous avez un client premièrement qui vous rapporte très peu d'argent et en plus qui est, faut dire ce qui est, emmerdant quoi. Donc et en plus, plus vous montez en gamme et plus vous facturez cher, moins les clients, paradoxalement, ils vont être embêtants. Donc voilà, une offre de qualité, ça apporte des résultats et ça vous apporte aussi vraiment des personnes qui sont prêtes à investir dans leur business et avec qui vous pourrez vraiment avoir une bonne relation, avec qui vous serez content de travailler. Ensuite, ça va vous amener des recommandations. Donc vos clients ils vont être satisfaits de vous, ils vont vous recommander à d'autres entrepreneurs qu'ils connaissent. Et en plus de ça, généralement les recommandations, comment ça fonctionne, c'est que généralement des petites entreprises, elles vont vous recommander à d'autres petites entreprises. Parce qu'on va dire que les petits, ils traînent avec les petits, ils côtoient les petits. Et les gros, généralement, ils côtoient d'autres gros, en fait. Généralement, on s'entoure des personnes qui nous ressemblent. Donc, généralement, les gros entrepreneurs, ils sont avec de gros entrepreneurs et en contact avec eux. Et inversement. Et donc, si avec une offre de qualité qui apporte du résultat, vous arrivez à toucher et à vendre à des clients qui, justement, ont du budget, ont des entreprises qui tournent bien, généralement, eux aussi vont vous recommander, mais pas à des petits, ils vont recommander à des entreprises qui sont comme eux. Donc, en fait, ça va vous permettre d'avoir d'autres clients vraiment de qualité, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Et ensuite, la rémunération qui vous convient. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de travailler à une tarification qui nous convient sans devoir baisser ses tarifs. Parce que le truc qui peut arriver, qui vous est certainement arrivé, c'est que des fois, il y a des personnes, elles vont vous faire baisser les prix, ou alors elles n'auront pas de budget, ou alors elles ont peur d'investir, elles peuvent investir, mais elles ont peur, donc elles vous font baisser les tarifs. Le client, on va dire de qualité, il respecte vos tarifs et il se dit c'est un investissement. Si cette personne, elle a fixé ce prix-là, c'est que c'est le prix qui lui convient et auquel elle est le plus motivée pour travailler. Donc moi, je vais respecter son choix. Voilà, c'est un client qui sait se mettre à votre place également. Évidemment, derrière, il faut que vous soyez rentable. Si vous lui faites perdre de l'argent et que vous êtes trop cher par rapport à ce que vous apportez, là, par contre, c'est un autre problème. De toute façon, toutes ces choses-là, on les voit sur la chaîne. Trouver le client idéal, comment vendre plus cher, également comment apporter des résultats à vos clients. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube parce que du coup c'est tout ce qu'on voit sur la chaîne. Alors maintenant le meilleur compromis pour créer votre offre, parce que des fois vous allez vous dire ok, est-ce que j'en crée plusieurs, est-ce que j'en crée une, comment je fais, quel prix je mets, qu'est-ce que je propose dedans. Moi ce que je vous propose au début, c'est de pas vous prendre la tête. Vous créez une offre sur mesure en fonction des besoins, problématiques et budget du client, c'est ce qu'on va voir après, et vous partez sur votre meilleure offre, la meilleure possible, celle qui offre le plus de résultats, et vous allez l'adapter en fonction des possibilités du client. C'est-à-dire qu'en fonction du client, de votre cible, du client cible, donc si par exemple vous vous adressez, aux pâtisseries, en fonction de cette cible-là, qui sont les pâtissiers, vous allez créer vraiment l'offre ultime pour eux, la meilleure offre.
Donc pour un pâtissier, on verra après, je vais vous montrer des exemples, mais si par exemple, vous savez que ça va être par exemple de leur faire des shootings photos, vidéos pour les rendre super virales sur les réseaux sociaux, travailler avec des influenceurs de leur ville pour amener des gens en point de vente, faire de la pub aussi en géolocalisation autour de leur boutique, voilà. Ça c'est tout des choses que vous devez mettre dans votre offre. Et le problème quand vous faites des packs, c'est que des fois vous pouvez enlever votre meilleure arme de l'offre en fait. Si vous savez que votre grosse plus-value dans votre offre, c'est de travailler avec une personne qui va faire des super shootings vidéo, ou travailler avec des influenceurs de la ville qui vont ramener des gens dans la boutique, vous pouvez pas l'enlever parce que si vous l'enlevez, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied parce que vous apporterez moins de résultats. Donc au final, créez une offre vraiment qui est la meilleure possible. Et ensuite, au téléphone avec la personne, on le verra dans la partie vente. Si vraiment il y a au niveau du budget, ça bloque, mais réellement, c'est-à-dire que si elle peut pas vous payer, ou alors ça va être compliqué pour elle. Ou que pour une raison X ou Y, il y a quelque chose qui bloque dans l'offre, à ce moment-là, vous pouvez faire une offre sur mesure, où vous baissez le prix de l'offre et vous gardez la même offre, soit vous baissez le prix de l'offre et vous modifiez l'offre en enlevant des choses, mais n'enlevez pas ce qui va apporter le plus de résultats, parce qu'au final, ce qui apporte le plus de résultats, c'est ce qui va vous permettre par la suite de réaugmenter le prix de l'offre, parce que le client va prendre confiance. Si vous enlevez dans votre offre ce qui apporte le plus de résultats, ça va être un cercle vicieux en fait vous allez apporter encore moins de résultats que ce que vous devriez apporter. Donc voilà, vous partez sur la meilleure et vous l'adaptez ensuite. On va voir dans la suite de toute manière, mais c'était pour vous dire ça. Déjà, premièrement, ne vous prenez pas la tête parce que la plupart du temps, en fait, les CM, ce qu'ils font, c'est que ils partent de l'offre la plus basse pour aller vers la plus haute. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est l'inverse. C'est partir de la plus haute, donc de la meilleure offre possible où vous mettez tout ce que vous êtes capable de faire par rapport à votre client idéal, par rapport au client que vous ciblez. Et ensuite, en fonction de qui vous avez en face de vous, si vous êtes OK avec ça et que c'est prévu dans votre stratégie, vous pouvez baisser le prix de la prestation ou faire, par exemple, avoir 3 prestations. Mais proposez toujours la plus grosse en premier. Et ensuite, vous adaptez en fonction du client et vous voyez. Mais c'est toujours sur mesure. Moi, je vous conseille pas d'avoir des offres toutes faites. Voilà, faites sur mesure en fonction du client en partant toujours de cette base de la meilleure offre. Alors, comment présenter son offre au client? Alors, on va en parler plus en détail dans le module sur la vente, mais l'erreur à ne pas faire, c'est d'envoyer votre offre dès la première prise de contact. Voilà, il y a beaucoup de gens qui envoient leur offre en message comme ça. Bonjour monsieur, madame, j'ai vu que vous avez un besoin sur les réseaux sociaux. Tenez, je vous montre ma brochure avec mes offres et mes tarifs, puis vous me dites si ça vous intéresse. Alors ça, c'est la pire chose à faire. C'est pas du tout comme ça qu'on vend. C'est pas du tout comme ça qu'on prospecte, qu'on propose ses offres. L'offre, elle se propose au téléphone. Elle doit être découverte par le client lors de l'appel. Donc arrêtez d'envoyer vos grilles de prestations de tarifs. Ça sert à rien. Même ça vous dessert. Vraiment, ça vous fait passer pour des amateurs, ça n'a pas du tout une image professionnelle haut de gamme et vraiment c'est quelque chose qui vous dessert plus qu'autre chose. Voilà, c'est ce que j'explique dans la suite. Une offre sur mesure au téléphone, ça a une connotation beaucoup plus, on va dire, haut de gamme, beaucoup plus luxe, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus pro. Et c'est encore un comportement qui va vous différencier. Quand on vous demande ce que vous proposez et vos prix, vous proposez un appel à la personne. Vous expliquez pas vraiment, ou alors vous donnez les bénéfices de travailler avec vous et vous dites, voilà, si vous voulez en savoir plus, moi je vous propose qu'on s'appelle, ça sera plus simple, parce que vous faites du sur-mesure en fonction des besoins et vous n'êtes pas un ou une CM avec une recette déjà toute prête. Et vous aurez une image, voilà, une valeur perçue beaucoup plus pro, beaucoup plus haut de gamme en faisant ça. Donc maintenant, la création de votre offre. Donc votre offre, elle va être spécifique au type d'entreprise auquel vous allez vous adresser. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, je vous ai donné un échantillon de type ou d'exemple d'entreprise. Évidemment, il y en a plein d'autres. Là, c'est plutôt des catégories. J'ai fait des vidéos aussi sur les types de niches, des idées d'entreprise à prospecter. Enfin bref, vous pouvez aller voir sur la chaîne également. Il y a plein de vidéos là-dessus. Donc en premier, on a le business to business. Donc là, voilà, le meilleur réseau social pour ça va être LinkedIn, où il y a beaucoup d'entreprises B2B. Donc là, par exemple, ça peut être du matériel de vente de salon esthétique, voilà, parce que ça peut chiffrer très haut, ça. La vente de matériel pour salon esthétique, peut y avoir des grosses sommes à 5 chiffres. Donc évidemment, là, ça va être beaucoup d'acquisition de leads. Ça va être, ramener des leads téléphoniques pour que les commerciaux vendent derrière pour les magasins ou aillent sur place pour vendre. Et là, franchement, c'est même des business sur lesquels vous pouvez travailler en fixe plus commission, voilà, parce que vous pouvez toucher des belles commissions sur ce genre d'appareil là, donc c'est très intéressant.
Ensuite, on va avoir les business, on va dire physiques quotidiens. Donc ça, c'est le business physique où généralement on entre dans le magasin et on achète. On ressort rarement sans acheter. Donc une boulangerie. Voilà, une boulangerie, c'est le truc quotidien où on va aller peut-être tous les jours ou régulièrement ou de manière complètement anodine, quoi, sans trop y réfléchir. Et voilà, c'est un endroit où on rentre et on achète directement. Donc là, ça va être encore différent, la stratégie. Ça va être encore différent. Donc là, on va voir dans la suite comment on peut travailler avec eux. Je vous donnerai des exemples plus concrets. Et business physique occasionnel. Donc occasionnel, je sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Une agence immobilière, par exemple, c'est pas un endroit où on va rentrer et quand on rentre, on est sûr d'acheter. Voilà, généralement, on va réfléchir pas mal. Et on n'achète pas comme ça, contrairement à une boulangerie. Donc c'est deux types différents. Et là aussi, on joue sur des grosses transactions. Donc c'est de l'acquisition de leads téléphoniques ou sur place. Et vous allez ramener potentiellement des personnes qui vont acheter sur des montants importants, quoi, 5, 6 ou plus de chiffres. Voilà. 5-6 chiffres ou plus. Donc c'est différent d'un business physique type boulangerie, un business physique type agence IMO ou des choses comme ça. C'est complètement différent en fait la manière de vendre. Donc c'est deux business différents, quoi. Après, à l'opposé des business to business, on va avoir un business to customer, donc B2C. Donc là, c'est comme la boulangerie, hein, c'est des fast-food. Après, ça peut être des business en ligne comme ça aussi. Mais voilà, c'est des business qui s'adressent pas aux professionnels. Et un fast-food, voilà, comme une boulangerie, c'est un endroit où on achète assez rapidement, facilement, sans trop se poser de questions. Et voilà, un business où on rentre et on achète. Pareil pour un business, l'équivalent en business en ligne, ça peut être un truc de produits beauté. On va sur la boutique, on achète des produits. C'est pas un coût qui est élevé, donc on réfléchit pas trop. Et voilà, c'est des choses qu'on peut acheter et on joue beaucoup sur le volume, sur ce genre de choses là. Et ensuite, la business online plus occasionnelle, par exemple organisme de formation. Voilà, quand on est dans un organisme de formation, les formations, voilà, pour une reconversion, tout ça, ça peut être des milliers d'euros. Et forcément, on se pose la question avant d'acheter et on n'achète pas tous les jours des formations à plusieurs milliers d'euros pour se reconvertir ou pour toute autre chose, quoi, pour apprendre. Et du coup, c'est pas la même manière non plus d'acheter. Généralement, quand il y a des grosses transactions, quand c'est des gros montants, on va dire 4, 5 et plus de chiffres, comme par exemple la vente de matériel de salon esthétique, des agences immobilières, des organismes de formation. Là, on est sur du leads téléphonique. Donc, votre objectif, c'est de ramener des personnes intéressées pour que derrière, les business en question, qui ont peut-être des commerciaux, vendent au téléphone aux personnes que vous leur avez ramenées. Donc, c'est de l'acquisition de leads téléphone. Et à l'inverse, tout ce qui va être boulangerie, produits beauté, fast-food, là, on est plutôt sur des personnes que vous pouvez envoyer en point de vente ou sur la boutique ou faire passer par des influenceurs, des choses comme ça. Alors, vous pouvez toujours faire de l'acquisition de leads, email ou alors avec des messageries, des systèmes de bots de messagerie, tout ça, sur ces types de business-là, parce que c'est toujours intéressant de garder le contact avec nos clients pour leur envoyer des promos, etc. Mais sur ces business-là, vous jouez beaucoup plus sur le volume. C'est-à-dire que si vous envoyez 100 personnes dans un fast-food avec un code promo, il est possible que 100% de ces personnes-là utilisent le code promo pour acheter. Et c'est même fort probable, parce que généralement, on va dans un magasin, un fast-food ou quoi, on achète, on rentre pas et puis on ressort pas sans acheter. Alors que si vous envoyez 100 personnes sur une page d'organisme de formation ou dans une agence immobilière, il y a peu de chances que 100% des personnes achètent, vous voyez, parce que c'est pas la même manière de vendre et tout. Donc voilà, c'était pour être clair là-dessus. Donc les différents types d'entreprises, à vous de voir derrière quel type d'entreprise vous voulez vous spécialiser, avec qui vous voulez travailler. Et les offres, en fait, vont être spécifiques à chaque secteur. Il faut que vous adaptiez les prestations en fonction de l'entreprise. Alors à ce moment-là, vous vous dites peut-être que vous n'avez aucune idée de à qui vous adresser. Et si vous devez vous adresser à un type d'entreprise en particulier, et là, on en revient à ce que je vous disais, de vous différencier. Ça va vous différencier, de vous spécialiser sur un type d'entreprise en particulier. Donc, en fait, vous pouvez choisir un axe de communication. Ça veut pas dire que vous pourrez pas travailler avec d'autres entreprises si vous en avez l'occasion.
Mais si votre choix se porte sur être généraliste et que vous avez des clients, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien être généraliste avec un fast-food, une agence IMO, une salle de sport et un cabinet comptable. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, si vous débutez, vous avez du mal à trouver des clients, tout ça, avoir un axe de communication et être expert d'une thématique, c'est quand même plus pratique. Voilà, entre un expert d'une thématique et quelqu'un de généraliste, le client aura toujours plus tendance à aller vers la personne qui est experte. Si vous êtes une entreprise, imaginons une pâtisserie, et vous avez le choix entre deux CM, donc un CM spécialisé dans les pâtisseries, il travaille qu'avec des pâtisseries, il a des résultats avec des pâtisseries, et puis un autre CM qui est généraliste, qui travaille avec tout et n'importe quoi comme type d'entreprise, en fait, le pâtissier il aura plus tendance à aller vers la personne qui est experte, voilà. Et là, c'est pareil. Mais après, vous pouvez très bien être généraliste, et si vous arrivez à trouver des clients et à vivre, il y a aucun problème. C'est juste pour vous faciliter la tâche et vous démarquer de la plupart des CM en étant spécialiste, parce que en vous spécialisant sur une industrie en particulier, forcément, vous êtes plus en concurrence avec tous les autres CM qui sont sur d'autres industries, donc spécialisés sur d'autres industries, ou alors généralistes. Donc réfléchissez à vos compétences et passions pour les choix d'entreprise et également au potentiel financier évidemment. Donc c'est le juste milieu entre les compétences, la passion et le potentiel financier, surtout compétences et potentiel financier. Si c'est votre passion, c'est un plus, mais c'est pas indispensable pour le choix de votre entreprise, de votre spécialisation. D'autant plus si vous avez un passé là-dedans, quoi. Par exemple, si vous avez travaillé dans le domaine de, des salles de sport, tout ça, vous pouvez être CM pour tout ce qui est dans le monde du fitness, de la remise en forme, de la musculation, tout ça, parce que vous avez déjà une expertise et vous connaissez cette industrie-là. Ou sinon, si vous savez pas, testez. Vous pouvez tester plusieurs types d'entreprises et vous voyez ce qui vous convient le mieux et avec lequel vous prenez le plus de plaisir et avec lesquels vous avez le plus de résultats. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit plus concrètement des exemples d'offres en fonction des différents types de clients auxquels vous pouvez avoir affaire. Donc là, une offre dans le cadre d'un client B2B, donc business to business, donc une entreprise qui s'adresse à d'autres entreprises, un prestataire de services, coach, thérapeute, consultant, bref, là on est sur de l'acquisition de leads, que ce soit email ou téléphonique. Donc là, les meilleures offres que vous pouvez faire pour ce type de client, c'est, comme j'ai dit, des leads, téléphone, email. Et parce que c'est ce qu'il veut, c'est des leads qualifiés pour pouvoir leur vendre derrière, parce que c'est pas vous qui vous occupez de vendre, c'est pas vous qui serez au téléphone ou quand on verra des séquences d'emails automatisées. Vous, votre job, c'est de lui ramener les leads, donc de faire le travail de setting en message. Donc le setting, c'est tout ce qui va être, on va dire, vendre sur les réseaux sociaux, vendre un appel téléphonique en message privé et proposer et le ramener vers un commercial qui lui va vendre au téléphone, pour faire très simple. Donc là, le client, ce que vous pouvez lui promettre, donc votre promesse, ça va être de lui ramener des leads qualifiés. Et si vous êtes capable de générer des contacts de clients potentiels pour ce coach, pour ce prestataire de service, pour cette entreprise, eh bien, il n'aura plus qu'à les contacter, ou alors ses commerciaux s'en occuperont, et leur proposer ces coachings. Voilà, dans l'exemple d'un coach sportif, il n'aura plus qu'à proposer ses coachings et à vendre ses coachings. Alors ça peut marcher avec tout type de coach, sportif, amour, business, dev perso, des prestataires, graphistes, développeurs web, SEO, etc. Ou d'entreprises qui s'adressent à d'autres professionnels, un vendeur de matériel pour salon esthétique, une entreprise qui propose des logiciels à d'autres entreprises, des entreprises de e-learning, etc. Alors, la seule chose à laquelle vous devez faire attention dans ce type de prestation, c'est que parfois, vous allez faire ce travail de setting, ce qu'on appelle de setting, donc utiliser vos réseaux sociaux les réseaux sociaux du client pour ramener des leads qualifiés téléphoniques au client. Le problème avec ça, c'est que des fois, il y a des clients qui brûlent un peu les étapes et ils vous prennent pour un magicien, alors que derrière, eux, ils ont rien en place, en fait, si vous voulez. Donc vous allez leur ramener des leads potentiels, et eux, derrière, c'est super mal structuré, la personne, elle sait pas vendre, elle fait n'importe quoi, donc vous, en fait, vous aurez beau leur ramener potentiellement des contacts, eux, ils auront pas toute la structure derrière, ils auront pas toute la séquence, tout le funnel, voilà, est-ce qu'ils auront vers quoi vous redirigez le prospect, comment ils vont vendre derrière, est-ce qu'ils vont le relancer en follow-up derrière pour
pour avoir un appel. Enfin, voilà. Est-ce qu'ils savent vendre? Est-ce qu'ils vont faire bon usage des leads que vous allez leur amener? Et ça va aussi, leurs résultats vont aussi dépendre de ça. Donc, des fois, ils vont énormément compter sur vous pour amener des leads, mais derrière, eux, ils seront pas capables de les convertir et des fois, c'est problématique. Moi, j'avais travaillé une personne dans l'immobilier avec le compte Instagram. Bah voilà, on avait des leads, on avait de la possibilité de caler des appels téléphoniques pour vendre les prestations, mais derrière, c'était le bordel. Il y avait certaines choses qu'ils voulaient pas faire ou qu'ils avaient pas en place et du coup, au bout d'un moment, forcément, il y avait pas les résultats escomptés vu que eux, ils avaient même pas, ils avaient rien en place. Donc des fois, ça peut être compliqué. Donc le mieux, c'est quand même pour ça qu'il faut bien peaufiner votre cible client, c'est que derrière, eux, ils doivent avoir les choses en place. Sinon, c'est assez compliqué. Également, évidemment, plus vous travaillez avec des personnes qui ont une audience, qui ont de la visibilité, qui ont des gens qui viennent à vous, plus ce sera facile parce que plus vous aurez un nombre de leads potentiels, donc de prospects potentiels élevés. Donc si vous travaillez avec des personnes qui ont des comptes Instagram avec très peu d'abonnés ou qui commencent de zéro, évidemment ça demandera beaucoup plus de travail pour leur amener des leads et il y en aura beaucoup moins. Donc si en plus de ça c'est pas optimisé derrière pour vendre, déjà que vous allez devoir aller les chercher les leads, si en plus eux derrière ils convertissent mal, ça va être très compliqué. Mais avec cette stratégie là, c'est possible, sur des coachs qui vendent des offres à 4 chiffres. Vous pouvez, avec un compte, par exemple, à quelques centaines d'abonnés sur Instagram, arriver à générer plusieurs milliers d'euros de cette manière-là. Donc, c'est quand même une très bonne stratégie, mais il faut que tout soit très bien optimisé, autant au niveau de la création du contenu que derrière de la conversion, quoi. Ensuite, une offre pour un site e-commerce. Donc, un site e-commerce, il va chercher à faire plus de ventes en ligne. Donc là, vous devrez créer la meilleure offre possible pour l'aider à atteindre cet objectif. Et là, évidemment, vous pouvez pas vous contenter de publier 3 posts par semaine, 7 posts par semaine, enfin j'en sais rien, sur Instagram, faire un pack de publications, parce que vous atteindrez jamais ce résultat. C'est pas grâce à des publications, enfin dans la plupart des cas, c'est pas juste grâce à des publications que il y a des centaines et des milliers de personnes qui vont affluer sur la boutique et acheter. Donc, va falloir faire beaucoup plus que ça. Donc là, vous devrez mettre en place Instagram Shopping, contacter les influenceurs afin de mettre en avant les produits, mettre ces derniers en valeur grâce à de belles photos, grâce à de belles vidéos. Donc vous devrez tout faire en sorte pour cette boutique-là, donc faire un beau feed, donc travailler peut-être avec des photographes ou des personnes qui vont faire des belles vidéos si l'entreprise elle-même n'en est pas capable. Également travailler avec des influenceurs, donc sur les e-commerce, les influenceurs ça a une grosse plus-value, mais aussi pour les autres cibles. Vous pouvez très bien travailler avec des influenceurs aussi, et j'en parle dans la vidéo sur les influenceurs sur YouTube. Travailler autant avec des business physiques que des e-commerce, que des entreprises, des coachs, tout ça. Avec des influenceurs, ça marche très bien. Mais voilà, contacter les influenceurs, Instagram Shopping, et voilà. Et en fait, le truc, c'est de vraiment faire une offre complète. Vous pouvez pas juste apporter du résultat avec quelques publications comme ça. Il faut vraiment voir plus large et amener une stratégie complète pour qu'ils aient un maximum de résultats, ces e-commerce. Ensuite, l'offre pour un commerce physique. Donc là, l'objectif principal d'une boutique physique, c'est d'acquérir du trafic sur son point de vente. Donc le propriétaire d'un restaurant, par exemple, il va faire appel à un CM pour être visible dans sa ville et aux alentours. Et en tant qu'expert des réseaux sociaux, votre objectif, ça va être d'aider ce client à faire de son entreprise une référence locale et à faire venir les clients dans son magasin. Et pour cela, vous pouvez utiliser tous les outils à votre disposition pour rendre visible cette entreprise sur Internet dans cette zone géographique. Donc, géolocalisation sur les réseaux sociaux, Google My Business, des influenceurs de la ville, de la publicité en point de vente, etc. Et donc, voilà, par exemple ici, les influenceurs aussi, c'est très utile. Alors, c'est sûr que si vous habitez dans un bled complètement paumé, c'est plus compliqué, mais si vous habitez une grande ville, il y a certainement des influenceurs dans cette ville. J'en parle dans la vidéo sur les influenceurs. Un influenceur, c'est pas forcément une personne de télé-réalité, c'est une personne qui a une influence auprès d'une audience. Et par exemple, moi j'avais travaillé avec pour un fast-food, j'en parle dans d'autres vidéos. J'avais travaillé avec un fast-food à Marseille. Et on avait contacté un YouTuber qui avait presque 1 million d'abonnés et qui était de Marseille. Et on avait conclu qu'il venait faire une vidéo dans le fast-food en question, faire par exemple le plus gros burger de Marseille ou le plus gros burger ou une vidéo voilà comme ça un peu
qui attire l'attention, quoi. Et bon, ça s'est jamais fait parce qu'il y a eu le confinement quelques semaines après et finalement ça n'a pas abouti, mais ça aurait pu être super intéressant. Et du coup, voilà, vous pouvez travailler comme ça avec des influenceurs, avec de la géolocalisation, de la publicité Facebook en point de vente par exemple. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et pareil, ici, vous pouvez débarquer avec des personnes qui vont faire des beaux shootings photos, des beaux shootings vidéo pour être viral sur les réseaux sociaux. Vous tapez par exemple nourriture, pâtisserie, restaurant sur Google, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Bah, vous voyez plein de vidéos de restaurants, de pâtisseries ou autres commerces de nourriture qui mettent en avant leurs vidéos, leur savoir-faire, et ça fait énormément de vues. Donc vous pouvez très rapidement être une référence et gagner beaucoup de clients grâce aux réseaux sociaux dans ces thématiques-là. Et ensuite, c'est à adapter, comme on l'a vu, il y a plusieurs types de business physiques, hein. C'est sûr que si vous travaillez avec un salon esthétique pour leur vendre un vendeur de produits de machines de salon esthétique ou par exemple une agence immobilière, bah, c'est sûr, ou quelque chose dans l'immobilier, c'est sûr que ça sera pas exactement pareil, il faudra adapter parce que la manière de vendre c'est pas la même. Mais voilà, vous avez une idée des offres un peu, et vous voyez à quel point en fait au final c'est dommage de se contenter de vendre juste des packs de publications ou des petites choses comme ça alors qu'il y a tant de choses à faire. Donc maintenant on va créer votre offre étape par étape. Donc vous allez choisir le client que vous allez cibler. Donc vous allez définir quel type d'entreprise vous souhaitez aider et avec qui vous aimeriez collaborer. Est-ce que c'est des coachs sportifs, des restaurants, des marques de vêtements, etc. Ensuite, à quels besoins vous allez répondre par rapport à ce client cible. Donc, vous allez choisir le besoin auquel vous allez répondre, la problématique que vous allez résoudre. Et pour cela, il vous suffit de regarder quel problème se rattache à quel type d'entreprise. Par exemple, si vous ciblez des pâtisseries, vous répondrez aux besoins des commerces physiques, faire venir des personnes sur le point de vente. Ensuite, quelle est la meilleure stratégie à adopter? Donc, vous devez maintenant définir la meilleure stratégie à mettre en place. Quels sont les services essentiels pour apporter du résultat? Qu'allez-vous mettre en place pour arriver à cet objectif? Donc, en plus des prestations de base, création de contenu, réponse aux commentaires, routine de croissance, donc ça, c'est les choses qu'on voit dans la plupart des offres de community manager, vous pouvez ajouter des shootings photos et vidéos, l'échange par message privé pour créer du lien et vendre par la suite. Donc ça, c'est le travail de setting, c'est ce que je vous parlais moi dans mes offres à moi. Ma plus grosse plus-value, c'est ce travail de setting pour des coachs. Et c'est là où on apporte le plus de résultats. Une stratégie multicanal également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vidéos verticales, type TikTok et Reels, elles marchent super bien. Donc, si vous en faites, autant les mettre de partout. Si vous dites, vous pouvez avoir une stratégie axée sur Instagram, par exemple, comme moi, c'est ce que je fais. Mais derrière, les vidéos, si on fait des Reels, on va les mettre aussi sur TikTok, sur Facebook, sur Pinterest et sur tous les autres plateformes où ça peut être intéressant. Donc, comme ça vous permet d'être encore plus visible en ayant fait un seul contenu. Le marketing d'influence, super intéressant, que vous travaillez avec des coachs, avec des restaurants, des business physiques, des e-commerce, etc. C'est super intéressant et j'en parle dans la vidéo sur les influenceurs. Ensuite, la publicité payante. Alors là, c'est un autre boulot encore de faire de la publicité, mais si vous savez en faire et que vous êtes capable d'apporter du résultat avec ça, allez-y. Alors faire de la publicité, c'est pas juste appuyer sur le petit bouton promotion en bas de la publication, hein. Faire de la publicité de manière très optimisée, c'est encore autre chose, c'est encore un autre boulot à part, hein. On appelle ça le métier de media buyer, donc c'est tout ce qui est savoir faire de la publicité pour les business, quoi, en gros, et utiliser la publicité, Facebook, Google, etc. pour booster des entreprises. Donc ça, c'est encore un métier à part, mais si vous voulez l'ajouter à vos compétences et le proposer, c'est quelque chose qui peut se faire également. Et ensuite, vous allez devoir fixer vos tarifs. Votre offre, elle est définie et vous pouvez désormais fixer le prix de votre prestation. Et si vous savez pas comment faire, on va voir ça tout de suite. Alors, comment fixer ces tarifs? L'erreur que font la plupart des CM, c'est qu'en fait, il est rare qu'une personne qui débute, elle propose directement des tarifs élevés. Et bien souvent, on a tendance à faire le contraire et à proposer des prix au rabais afin d'être certain que les entreprises accepteront de travailler avec nous. Et proposer des prix faibles, c'est pas une mauvaise chose en soi. Si cela fait partie de votre stratégie et que cela n'a pas d'impact négatif sur votre vie personnelle et professionnelle, j'y vois pas d'inconvénient. En revanche, si c'est une situation subie, que cela vous empêche de vivre convenablement de votre activité et que votre vie personnelle en pâtit, là, il y a un problème. Et c'est le cas d'énormément de freelance de manière générale. Il y a un calcul qui est extrêmement simple et que vous devez faire dès maintenant, c'est de calculer le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre.
Donc, je ne sais pas quels sont vos objectifs aujourd'hui, mais si dans un premier temps, vous souhaitez simplement pouvoir en vivre et que vous souhaitez par exemple générer 2500 € par mois, soit 30 000 € par an, donc là on parle en chiffre d'affaires pour faciliter les choses, eh bien vous devez calculer combien de clients il vous faut à X prix. Donc si votre objectif est de gagner 2500 € par mois de chiffre d'affaires, j'insiste sur chiffre d'affaires, il vous faut un client à 2500 € par mois, 2 à 1250, 3 à 830, 4 à 625, 5 à 500, enfin bref, je vous laisse lire. Excusez-moi, j'ai oublié le S à moi tout en bas. Et donc, à partir de là, vous allez vous poser les questions suivantes. Où vous situez-vous en termes de tarifs ? En étant seul, combien de clients pouvez-vous gérer en même temps avec votre offre ou vos offres ? Pensez-vous pouvoir atteindre les 2500 € de chiffre d'affaires ? Si oui, est-ce que cela vous laissera quand même du temps libre ou bien vous serez débordé toute la journée ? Parce que oui, autant si on revient en arrière, vous pouvez arriver à gérer, imaginons, 10 clients à 250 € par mois. Alors ça, c'est quand même chaud. Hein. Si vous avez des offres un minimum complètes qui vous prennent du temps, alors c'est sûr que si vous faites 2 posts sur Canva, ça vous prend 5 minutes par jour, vous pouvez arriver à gérer 10 clients. Mais 10 clients sur des offres, bon généralement à 250 € par mois, c'est pas trop des offres très complètes, mais bon, imaginons que vous voulez quand même faire un truc complet, mais que vous osez pas mettre des prios, gérer 10 clients, c'est très très compliqué. Donc en fait, si il vous faut 10 clients pour gagner 2500 € par mois, ça va être extrêmement compliqué, ça va vous prendre énormément de temps. Alors que si vous aviez un tarif, par exemple, pour la même offre à 830 €, vous aurez besoin que de 3 clients, et 3 clients, ça vous permettrait d'avoir plus de temps. Donc vous voyez un peu le calcul, l'idée, c'est vraiment de comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, déjà j'arrive à atteindre le chiffre que je me suis fixé, et si oui, combien de temps est-ce que ça me laisse ? Voilà, si j'arrive à atteindre 2500 € de CA avec X clients à X prix, et que je peux pas accompagner plus de clients que ça, et que pour l'instant, j'arrive pas à vendre plus cher, à avoir des tarifs plus hauts, ce qu'on verra par la suite, combien de temps ça me laisse ? Et voilà, moi j'étais dans une période, à un moment, où j'avais 5 clients, c'était le max que je pouvais accompagner, et du coup, ces 5 clients, ils me prenaient toute ma journée du matin au soir, parce que je faisais une offre très complète et que je faisais tout seul. Et donc, c'était insupportable et c'était vraiment super compliqué. Et je vais vous expliquer par la suite comment j'ai fait pour me sortir de cette situation, parce qu'au final, je m'étais créé une prison, et c'est là-dedans que tombent la plupart des freelances, c'est de se créer une prison, et dont il est difficile de sortir, parce que au final, on a nos clients, on passe nos journées à travailler pour eux, c'est un cercle infernal au final, parce qu'on est tout seul et on n'arrive pas à en sortir. Mais le plus important concernant vos tarifs, c'est de fixer un prix auquel vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos prix, cela risque d'impacter négativement votre prestation. Beaucoup vont vous dire, tu dois facturer à X euros, tu dois facturer à 2000 €, tu dois facturer à, facture. Mais vous ne devez pas vous mettre la pression. Parce qu'à force d'expérience et de résultats, vous serez de plus en plus à l'aise avec vos prix et les augmenter ne sera pas un problème. Comprenez juste qu'en fonction de vos standards, expériences et résultats, notre notion des choses peut grandement varier. Votre seul focus au début doit être les résultats et la satisfaction client, peu importe votre prix. C'est ça le plus important. C'est de comprendre qu'au début, en fait, ne mettez pas le focus sur le prix. Mettre le focus sur le prix, c'est ce que beaucoup de personnes font et en fait, c'est pas une bonne chose. Parce que, alors évidemment, si vous êtes dans une situation où il faut absolument que vous fassiez rentrer de l'argent rapidement, parce que sinon vous pouvez être, vous retrouver dans une situation peu agréable. Vous avez des choses à payer, tout ça. C'est sûr que vous pouvez pas vous permettre vous êtes obligé de mettre un peu le focus, on va dire, sur votre tarif. Voilà, vous pouvez pas non plus vous permettre d'être en dessous de ce que vous devez rentrer comme argent pour vivre. Mais ce que je veux dire, c'est que dans beaucoup de cas, le focus il est mis sur le prix et on est obsédé par ça, alors que le focus il doit être sur la satisfaction et le résultat client, Et une fois que les résultats sont là et que la satisfaction client est là, en fait vos prix vous pouvez les augmenter, il n'y a aucun souci avec ça. Et au début en fait vos prix vous devez comprendre qu'ils peuvent bouger et vous pouvez les augmenter avec le temps, donc il n'y a aucun problème avec ça, ne vous prenez pas la tête. Mettez un prix avec lequel vous êtes à l'aise, faites le calcul qu'on a vu avant.
Petit à petit, vous verrez que si vous avez des résultats, que vos clients sont satisfaits, vous pourrez augmenter vos tarifs et il n'y a aucun souci avec ça. Si vos clients sont satisfaits, ils accepteront de travailler plus cher et vos nouveaux clients, vous leur expliquerez que même avec ces tarifs-là, vos clients ils sont rentables et que c'est intéressant pour eux et ils voudront travailler avec vous. Donc vous en faites pas. Ce que vous devez comprendre par rapport à votre offre et vos tarifs. Donc une fois que vous savez ce que vous devez faire pour vos prospects, demandez-vous le prix auquel vous êtes à l'aise avec ce type d'offre. Donc ce prix, il peut toujours évoluer comme on l'a vu dans le temps et le plus important, c'est de tester cette offre. Si jamais vous ne réussissez vraiment pas à vendre à votre prix idéal, vous avez deux choix comme on l'a vu tout à l'heure, soit descendre le prix en gardant la même prestation par exemple, donc votre prix idéal il est à 1500 € par mois et vous descendez à 1000, soit vous descendez le prix mais en modifiant la prestation, c'est-à-dire en enlevant des options. Dans les deux cas, c'est sur mesure en fonction du client. Donc comme on l'a vu, en fait, si ça bloque au niveau, et ça on le verra dans la partie vente, mais si ça bloque au niveau du tarif, vraiment, le client il peut pas payer, vous avez deux choix. Soit vous descendez le prix en gardant la même offre, et peut-être que plus tard, quand le client sera satisfait, vous re-augmenterez. Soit vous descendez le prix en modifiant la prestation. Voilà, vous partez de votre meilleure prestation et vous enlevez des choses dans la prestation pour baisser le prix. Évidemment, moi je vous conseille quand même de garder les choses qui apportent le plus de résultats, parce que si vous baissez le prix et que vous enlevez ce qui apporte le plus de résultats, le client il va voir qu'en fait à ce prix-là il n'y a pas trop de résultats. Et ça va pas le mettre en confiance pour augmenter les prix par la suite. Alors il y en a qui vont dire oui, mais en fait ça va le pousser à prendre l'offre au-dessus pour avoir du résultat. On peut le voir comme ça aussi, mais moi je préfère apporter du résultat. Comme ça, je sais que quand j'apporte du résultat, si j'augmente mon prix, le client il peut pas dire non au final. Si vous baissez à 1000 €, que vous apportez du résultat, que le client est satisfait, que vous lui dites bon écoute, moi maintenant j'ai des clients qui sont rentrés, on a du résultat, moi je peux plus laisser ce prix à 1000 € là, je suis obligé de passer à 1500 € par mois. Le client il va dire ok, il y a pas de problème parce que lui il est rentable même à 1500. Maintenant, si vous descendez le prix à 1000 mais vous descendez aussi l'offre et la prestation, vous enlevez des choses et que vous n'avez pas de résultat à 1000 ou beaucoup moins, quand vous lui direz maintenant c'est à 1500, il va être moins en confiance. Donc moi je vous conseille de voir les choses comme ça et partez toujours de votre meilleure offre, de votre offre sur mesure et vous adaptez en fonction du client, de ses besoins, tout ça. Et je le redis en bas, quel que soit votre choix, vous pourrez toujours faire monter le client en gamme ou augmenter le prix par la suite une fois que la relation est installée et que le client est satisfait. Concernant vos prix, rien n'est figé. Dites-vous que moi, par exemple, ma première cliente, on était à 300 € par mois et qu'aujourd'hui, le tarif a été multiplié par 5 entre-temps. Donc vous voyez qu'il n'y a rien qui est figé. On est passé de 300 € par mois à 1500 € par mois sur la prestation. Évidemment, la prestation a évolué. Évidemment, elle est rentable, elle a du résultat. Mais c'est ça que vous devez comprendre. C'est que il n'y a rien qui est figé, ça peut toujours évoluer dans le temps. Donc si vous voyez un potentiel client est intéressant et que ça peut évoluer dans le temps, travaillez avec lui, concentrez-vous sur les résultats et le prix, il pourra bouger par la suite. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Le focus, c'est satisfaction client, résultat client. Maintenant, vous devez quand même comprendre une chose, c'est qu'il y a un avantage à proposer des offres, on va dire, haut de gamme. Donc, ce que l'on va qualifier de haut de gamme ici, c'est au-dessus de 1000 € par mois. Alors, avec les prestations et résultats qui suivent, évidemment, parce que moi, j'avais vu des choses, des fois, je me rappelle d'un CM qui facturait une boucherie, 750 € par mois pour 2 publications par semaine, des trucs faits en 10 minutes sur Canva, et je peux vous assurer que la boucherie en question, elle rentabilisait jamais les 750 €. Donc là, c'était un prix vraiment boosté par rapport à ce que ça valait. Mais voilà, quand je vous dis haut de gamme, c'est aligné avec le prix également. C'est-à-dire vous n'allez pas facturer plus de 1000 € si c'est pour vendre quelques publications et que ça n'ait pas d'impact financier sur l'entreprise. Sinon le client il va déjà ça va être dur à vendre et en plus de ça le client il va pas vous garder longtemps. Et 1000 € par mois, pour beaucoup de CM, on va dire que c'est une belle somme parce qu'il y a assez peu de community managers qui facturent régulièrement des clients à plus de 1000 € par mois, 1500, 2000 ou plus. Et sur des mois et des années. L'idée c'est pas de facturer, de vendre un peu du rêve au téléphone et ensuite facturer sur un mois ou deux et puis le client il dit c'est pas possible pour moi de continuer. C'est vraiment de le garder sur le long terme et que ce soit vraiment sérieux. Donc vous allez voir tout l'intérêt de proposer des offres à 4 chiffres sans parler du fait que les résultats seront meilleurs pour le client, car offre complète où vous donnez le maximum de ce que vous pouvez faire. Sur une offre à 1500 €, même si vous ne pouvez prendre que 2 clients, vous avez déjà atteint
et même dépasser votre objectif des 2500 € par mois. Et si vous n'avez pas le temps de vous en occuper seul, que vous voulez accueillir de nouveaux clients, vous pouvez payer une personne pour déléguer les parties trop chronophages. Donc ça, c'est super intéressant et c'est ça l'avantage de proposer vraiment des offres plus haut de gamme. Donc c'est ça qui est super intéressant et c'est ça l'avantage de proposer des offres plus haut de gamme. Ensuite, les désavantages de proposer des offres moyen de gamme, bas de gamme, c'est que maintenant, sur une offre à 500 € par mois, par exemple, imaginons que vous pouvez gérer max 5 clients, ce qui vous fait 2500 € par mois. Le problème, c'est que ces clients, ils vont prendre tout votre temps si l'offre est un minimum complète. Et si vous choisissez de déléguer, il ne vous restera plus grand chose sur les 500 €. Plus votre prix est bas, plus vous devrez jouer sur le volume de clients pour arriver au même objectif. On en revient à l'exercice qu'on a vu au début. Sauf qu'en fonction de votre offre, vous ne pourrez pas gérer plus d'un certain nombre de clients seul. Et si ça vous prend beaucoup trop de temps, vous devrez donc déléguer. Sauf qu'il est difficile de faire des marges sur ces prix. Mais c'est pas impossible, c'est ce qu'on va voir dans la partie délégation. Donc pour résumer, avec une offre peu chère, vous avez besoin de plus de clients pour arriver au même résultat. Mais comme le tarif par client est trop faible, vous ne pouvez pas déléguer sans ruiner votre rentabilité. Et comme vous ne pouvez pas déléguer, cela va vous prendre une bonne partie de votre temps et de votre énergie et où vous n'apportez pas le maximum de résultats à chacun des clients et donc il se peut qu'ils ne soient pas à 100% satisfaits. Et avec une offre plus haut de gamme, vous avez besoin de moins de clients pour arriver au même résultat et vous pouvez déléguer sans ruiner votre rentabilité si jamais vous manquez de temps et d'énergie. De plus, les résultats seront bien meilleurs parce que vous avez moins à vous focaliser, vous focalisez votre énergie et votre temps sur moins de clients. Et donc, forcément, ça sera meilleur. Et en plus de ça, si vous déléguez, vous aurez une personne qui sera focalisée que sur une partie, par exemple la partie contenu, et vous sur la partie stratégie. Alors que si vous êtes seul, vous devez tout faire en même temps pour plein de clients. Et en fait, ça va dégrader l'expérience client de chacun des clients. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Alors, est-ce que c'est grave de ne pas vendre des offres chères? Alors, c'est pas du tout grave. Je vous parle juste d'un idéal et d'un fait. Voilà, ce qu'on a énoncé, c'est des faits, c'est un idéal. Mon objectif, c'est pas de vous mettre la pression en mode « ouais, allez, vendez des prestats à 2000 balles par mois, sinon vous allez pas vous en sortir ». En revanche, vous devez bien comprendre que cela risque d'être compliqué de vivre du CM en proposant des offres à 300 € par mois en gérant seul. À part si ça vous prend 5 minutes par jour, mais dans ce cas, quelle est la vraie valeur de votre offre ? Je vous reparlerai de ça dans la partie délégation de toute façon, car quel que soit le prix de votre offre, au bout d'un moment, vous devrez déléguer les tâches chronophages. Que vous vendiez des offres à 3000 € ou à 300 €, au bout d'un moment, vous devrez déléguer de toute manière. Ce que vous devez retenir sur comment fixer vos tarifs. Donc, définissez le prix auquel vous êtes à l'aise et aligné sur votre offre ultime. Ensuite, calculez combien de clients à ce prix il vous faut pour atteindre cet objectif. Posez-vous les questions pour savoir si cela sera viable. Ensuite, vous pourrez l'adapter en fonction du client ou créer plusieurs offres à partir de celle-ci. Mais gardez à l'esprit que c'est celle-ci que vous devez vendre car c'est celle qui apporte le plus de résultats. C'est quand même logique. Et il pourra ensuite en découler d'autres offres à d'autres prix moins élevés avec pour stratégie de faire monter les clients qui les auraient choisis en gamme au fil du temps. Parce que l'idée, c'est pas juste de vendre des offres moins chères, c'est de vendre des offres moins chères pour faire entrer le client dans la collaboration avec vous. Et ensuite, une fois les résultats et la confiance acquise, le faire monter en gamme petit à petit pour remonter au prix auquel vous vouliez vendre à la base. Donc retenez juste que rien n'est figé et que votre focus doit être sur les résultats et la satisfaction client et que le reste pourra évoluer dans le temps. Donc maintenant qu'on a vu les offres et les tarifs, on va voir comment trouver des clients. Parce que maintenant que tout ça c'est fixé, vous avez votre offre, vous avez votre tarif, maintenant il faut aller proposer tout ça à des clients. Mais comment est-ce qu'on les trouve ? C'est ce qu'on va voir. Donc déjà on a deux notions. On a la notion d'inbound marketing et d'outbound marketing. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ces notions-là. Donc l'inbound marketing, qu'est-ce que c'est ? C'est une stratégie qui vise à faire venir le client à vous plutôt qu'à aller le chercher. L'idée ici, ça va être de créer du contenu sur les moteurs de recherche, réseaux sociaux, afin de vous rendre visible. Par exemple, un article de blog, une vidéo YouTube, publication Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, etc. En publiant du contenu régulièrement sur ces plateformes, des personnes vont vous découvrir, s'abonner à vous et peut-être devenir client-cliente par la suite, car ce que vous proposez les intéresse. En bref, ce sont les prospects qui viennent à vous et non le contraire. À l'inverse, on a l'outbound marketing. Ici, c'est vous qui allez chercher le client et cela peut se faire via l'emailing, la messagerie des différents réseaux sociaux, la prospection téléphonique ou encore de la prospection physique où vous allez directement voir les personnes en vrai sur leur point de vente ou dans des événements par exemple. Ce sont donc les deux approches qui s'offrent à vous, alors que choisir ? Moi, je vous conseille de faire les deux. Elles sont leurs avantages et leurs inconvénients et se complètent parfaitement.
L'avantage de l'inbound marketing, c'est que vous avez un gain de temps et d'énergie. Les personnes viennent vous voir car elles ont une problématique, prospect régulier et illimité, et vous avez un gain de notoriété et de légitimité. Le désavantage, c'est que cela peut prendre beaucoup de temps avant d'être bien référencé et visible, et les points vus dans les avantages ne sont donc vrais qu'une fois que vous êtes bien en place, car avant ça, personne ne vous verra, à part si vous payez pour de la pub. L'avantage de l'outbound marketing, c'est que vous choisissez les personnes que vous allez contacter. Pas besoin d'avoir un site web ou des réseaux sociaux. Et ici, les personnes avec qui vous êtes en contact dépendent de vous et non d'un algorithme. Vous avez donc plus de maîtrise et vous pouvez le faire dès maintenant. C'est-à-dire que si maintenant, là, vous rêvez de travailler, je sais pas moi, avec un restaurant étoilé à Paris, imaginons, ou quelqu'un que voilà vous aimez bien ce qu'il fait tout ça, ou une entreprise que vous aimez bien, ou un secteur que vous aimez bien, bah là en fait vous tapez sur Google, vous regardez les contacts de l'entreprise de la personne en question et vous lui envoyez un message quoi, vous l'appelez, vous allez l'avoir sur place, voilà, vous pouvez le faire dès maintenant. Et par contre, les désavantages, c'est que cela prend du temps et de l'énergie et vous savez pas toujours si les personnes que vous contactez sont intéressées. C'est-à-dire, si vous faites de l'emailing, du message, tout ça, des fois, les personnes répondront pas, ça peut vous prendre du temps d'écrire. Donc voilà, ça va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais de toute façon, faut passer par là et faut faire les deux. Au début, si vous n'avez pas de visibilité, vous risquez d'attendre un bon moment avant que les premiers prospects viennent de même vers vous. Donc je vous invite à créer du contenu sur les réseaux sociaux afin de montrer votre expertise, mais à côté de ça, allez trouver des clients en envoyant des emails, des messages, etc. En ce qui me concerne, je n'avais aucune visibilité sur Internet quand j'ai commencé, ni blog, ni chaîne YouTube, ni compte Insta, Facebook, rien. Et je prenais mon ordinateur, je cherchais des profils intéressants et je les contactais par email. Ensuite, on planifiait un appel pour en discuter de vive voix et je vendais mon offre au téléphone. Et c'est d'ailleurs toujours ce que je fais aujourd'hui, car même si vous êtes visible, cette approche vous permet de choisir les profils qui vous intéressent et qui ne viendront peut-être jamais d'eux-mêmes vers vous. Alors comment bien prospecter? Les différentes manières de prospecter sont les suivantes. Alors là j'ai mis dans l'ordre de sortie de zone de confort. On va dire que voilà, tout ce qui est présentiel téléphone, ça peut être ça peut provoquer de la peur, de la crainte chez beaucoup. C'est une sortie de zone de confort. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à démarcher une entreprise directement, que ce soit par téléphone ou en présentiel. Mais voilà, téléphone, présentiel, messagerie des réseaux sociaux, email. Et où est-ce que vous pouvez trouver les contacts de ces personnes? C'est facile, Google, YouTube, réseaux sociaux, dans votre ville, votre réseau, des événements. Bref, c'est pas ça qui manque. Vous tapez restaurant plus ville dans Google et vous aurez des tonnes de restaurants à prospecter. Trouvez votre cible, trouvez des gens à contacter. À l'ère d'Internet, c'est un jeu d'enfant. Donc voilà, je pense que vous arriverez à trouver les sites des personnes, les réseaux sociaux, tout ce qui va être Google My Business, tout ce qui est leur contact, leur email, leur numéro de téléphone, leur messagerie sur les différents réseaux sociaux. Enfin bref, c'est pas un défi, mais après il faut voir comment est-ce que vous allez les contacter et entrer en contact avec eux pour vendre ce que vous avez à vendre, justement vendre votre offre. Donc en présentiel, alors ça c'est ce qui peut faire le plus peur. Il s'agit d'aller dans l'entreprise de la personne, dans des événements ou endroits où se trouvent vos prospects. Pour beaucoup, c'est une énorme sortie de zone de confort, mais c'est ce qui vous permettra d'avoir la meilleure relation, proximité avec vos prospects. Évidemment que vous serez plus convaincant, plus convaincante en face à face que derrière un email. Alors si ça se trouve même la personne décisionnaire, elle répondra peut-être pas à vos emails, mais si vous allez la voir en face à face, elle vous dira finalement ça peut m'intéresser. Donc en fait c'est là où c'est le plus intéressant au final. Et dans l'idéal, si vous pouvez rencontrer les personnes en vrai, c'est le mieux. Voilà, dans un événement ou dans son entreprise directement, c'est vraiment super intéressant et c'est là où c'est le mieux quoi. Vraiment dans votre réseau aussi. Le présentiel, c'est là où en face à face vous allez parler et être le plus convaincant, la plus convaincante. Ensuite, par téléphone. Là, c'est également une grosse sortie de zone de confort, mais c'est redoutable si c'est bien fait. Alors attention à pas passer pour les personnes des plateformes téléphoniques qui vous contactent à toute heure de la journée pour vous parler de votre abonnement SFR ou vous demander si vous voulez changer d'assurance. Mais l'objectif ici, il est simple, c'est d'obtenir un rendez-vous avec la personne décisionnaire et 5 minutes suffisent. Il n'y a pas besoin de rester longtemps au téléphone. L'idée, c'est de caler un vrai rendez-vous où la personne sera au courant qu'elle a un rendez-vous avec vous parce que du coup, là, en fait, vous allez la contacter, mais elle sait pas qui vous êtes et elle a pas fixé de rendez-vous. Donc, 5 minutes, juste histoire d'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, les bénéfices de travailler avec vous et lui expliquer que vous voyez les bénéfices de ce que vous pouvez apporter à ses réseaux, à son entreprise et de vous fixer un rendez-vous pour l'expliquer plus en détail comment vous travaillez, etc.
Et voilà, en 5 minutes, ça peut être fait. Et l'idée, c'est de refixer un rendez-vous plus tard. Alors, souvent, vous pourrez faire face aussi à un intermédiaire, une secrétaire par exemple. Donc, vous devrez parvenir à passer au-dessus. Et en fonction de la taille de l'entreprise, ça sera plus ou moins simple. Donc, je vous explique ça dans d'autres vidéos de toute façon. Et ici, le niveau de proximité est également plus avancé que par mail ou par message. Donc par message sur les réseaux sociaux, alors ici vous devez avoir un profil optimisé, hein, parce que si vous avez un profil qui est pas du tout optimisé, où il y a pas de publications qui font office, on va dire, d'autorité, si vous avez une bio qui est pas du tout optimisée, pas une belle photo de profil, enfin voilà, ou une belle image ou un beau logo ou quelque chose, ça va être compliqué quoi. Donc n'envoyez pas non plus des pavés à la chaîne, préférez lancer une discussion doucement étape par étape, intéressez-vous à la personne, et les stories c'est une super porte d'entrée pour parler en message privé. Par exemple, je sais pas moi, vous travaillez avec un pâtissier, vous voulez travailler avec des pâtissiers, pardon, vous allez dans la story d'une personne qui travaille dans le domaine de la pâtisserie et vous réagissez à une story, par exemple en posant une question pour engager une conversation avec la personne et pour ramener la chose vers vos réseaux sociaux, vers le fait de l'expertise sur les réseaux sociaux, peut-être la conseiller un peu, et derrière vous closez un appel. L'idée c'est de la ramener vers un appel téléphonique. Donc ça aussi je vous expliquerai ça plus en détail dans d'autres vidéos. Évidemment on peut pas aller en détail dans tout. Et ensuite, il y a les emails. Donc là, c'est ce qui demande le moins de sortie de zone de confort. Oubliez également ici les pavés en copier-coller et privilégiez la personnalisation. Parce qu'il vaut mieux envoyer un email par jour ultra personnalisé que sans copier-coller à la chaîne. Et pour les emails et les messages privés, c'est là que la plupart des personnes qui prospectent, elles font une erreur. C'est qu'elles envoient des gros copier-coller dans tous les sens. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo sur la prospecter par email. Et elles envoient des gros copier-coller à la chaîne. Et en fait, elles n'ont jamais de réponse parce que en fait, les emails, les messages privés, c'est vraiment du personnalisé. C'est vraiment surtout les emails où vous allez envoyer une fois. Alors les messages personnalisés, vous allez créer une discussion, vous n'allez pas envoyer un pavé direct, mais les emails, forcément, vous allez envoyer directement l'email en question. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire du personnalisé. Donc comme j'explique dans la vidéo sur comment on fait des emails, comment prospecter par email, vous allez déjà dans un premier temps vous intéresser à la personne avant de prospecter directement. Il y en a, ils vont arriver, ils vont dire bonjour madame, monsieur, je m'appelle un tel, je suis community manager, j'ai vu que vous avez des réseaux sociaux, moi ce que je vous propose c'est ça, voilà ma grille d'offres et de tarifs et dites-moi si ça vous intéresse. Alors ça c'est la pire manière de faire et clairement là ce que vous allez devoir faire c'est plutôt du sur-mesure où vous vous intéressez à la personne, ensuite vous expliquez les bénéfices d'avoir des réseaux sociaux optimisés, ce que ça pourrait lui apporter, qui vous aide, qui vous aide, et également derrière lui proposer un appel avec vous pour pouvoir discuter de tout ça. Donc ça c'est beaucoup plus optimisé comme email et il vaut mieux en faire un par jour que des dizaines ou des centaines de copier-coller à la chaîne qui ne servent strictement à rien. Les entreprises elles en reçoivent des tonnes des emails, donc vous devez vous démarquer de tous les autres emails. C'est comme pour vous démarquer des autres CM dans vos offres, dans votre prospection aussi, vous devez vous démarquer des autres CM. Ensuite, comment faire quand on débute, que l'on n'a aucun réseau, aucune expérience et aucune visibilité sur Internet? Alors, des fois, je reçois un peu ce genre de message. Dis-moi, je viens de commencer mon activité de CM freelance, mais je n'ai pas de contact avec qui travailler, ni d'expérience, et personne ne me connaît. Comment est-ce que je peux premièrement entrer en contact avec la personne décisionnaire d'une entreprise afin d'avoir un rendez-vous avec elle? Et deuxièmement, parvenir à lui donner envie de collaborer avec moi alors que je n'ai aucune expérience, ni recommandation, ni exemple de clients avec qui j'ai travaillé ou autre. En plus de ça, je n'ai pas de site internet, j'ai pas de compte LinkedIn, ni de compte Instagram. Bref, je suis visible nulle part. Alors ça c'est une très bonne question et je comprends que vous la posiez. En fait ce qui bloque beaucoup de personnes quand elles débutent leur activité c'est qu'elles pensent que ne pas avoir d'expérience ni de recommandation c'est éliminatoire auprès des prospects. Et encore pire si elles n'ont pas de compte sur les réseaux sociaux ou un site web. Bon, je vous rassure tout de suite, cela n'est qu'une croyance et ça ne vous empêche pas d'avoir vos premiers clients. Je suis bien placé pour le savoir car j'étais exactement dans cette situation au début. Lorsque j'ai débuté, je n'avais rien, aucune recommandation, aucune expérience, aucune visibilité, rien du tout. En réalité, on m'a rarement demandé mes réseaux sociaux, mon site ou autre. Ce qui revient le plus, c'est les exemples de clients avec qui j'ai travaillé car cela leur permet d'avoir une idée de ce que vous êtes capable de faire. Donc, ce qui est encore plus important que d'avoir vos propres réseaux,
c'est d'avoir eu des résultats sur les réseaux sociaux des autres. Alors je dis pas qu'avoir vos propres réseaux n'est pas important, on va voir quoi faire après par rapport à ça, mais simplement que c'est pas indispensable pour trouver des clients. Alors comment avoir des exemples de clients à montrer si vous venez de commencer? Alors cela paraît très compliqué, mais en réalité c'est extrêmement simple. Comment avoir ses premiers clients? Donc là, on a vu les différentes manières d'avoir des clients, donc soit ils viennent à vous, soit vous allez vers eux. On a vu qu'il y a le présentiel, le téléphone, l'email et les messageries de réseaux sociaux. On a vu en résumé comment on avance, comment on les prospecte. Après, en complément, il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube et puis je vous ai dit que la formation dans le lien dans la bio est encore plus complète. Je vais plus en détail. Et ensuite, comment on a nos premiers clients, même si on n'a pas de réseau, même si on a rien. Et qu'en plus, on sait que ce qui va décider les clients, c'est aussi les avis clients que vous avez ailleurs. Donc là, il y a deux choses à savoir. C'est qu'au début, premièrement, déjà, il y a des clients qui vont accepter de travailler avec vous, même si vous n'avez pas de résultats clients, même si vous débutez. Voilà, il y a des clients, ils vont vous dire, écoute, faut bien commencer quelque part et ils sont compréhensifs par rapport à ça. Ensuite, vous pouvez très bien proposer du gratuit. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc proposer du gratuit au début. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous pouvez proposer du gratuit à des entreprises, donc à votre entreprise, aux clients que vous ciblez, et leur proposer du gratuit en échange d'un témoignage, par exemple, ou alors proposer une période d'essai. Voilà, vous pouvez proposer une période d'essai qui est gratuite ou alors qui sera payée à la fin si la personne est satisfaite. Enfin bref, à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport à ça. Mais au début, proposer du gratuit à des entreprises, ça peut être une super idée pour avoir ses premiers clients et ses premiers témoignages clients. Et même au début, avoir ses premiers clients en ayant du payant, c'est possible aussi. Mais c'est juste que s'ils n'ont pas confiance, s'ils ont peur parce que vous venez de débuter, vous n'avez pas d'exemple, et vous allez devoir les rassurer. Et pour ça, proposer du gratuit, ça peut être une super opportunité, quelque chose de super intéressant. Vous pouvez proposer du gratuit pendant une période en échange d'un témoignage ou en échange d'une prestation rémunérée par la suite pour continuer. Mais ça peut les rassurer de travailler en gratuit ou d'avoir une période de test avec vous. Voilà. Si vous voyez qu'ils hésitent, vous leur demandez ce dont ils ont peur. Si ce dont ils ont peur, c'est que t'as pas de réseaux sociaux ou que t'as pas d'exemple de résultats, en fait, le truc pour les rassurer, c'est de leur dire écoutez, moi je suis prêt à faire une période de test, à travailler gratuitement, ou alors vous pouvez même contacter des personnes pour juste leur proposer de travailler gratuitement en échange de témoignages. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire et franchement, avoir ses premiers clients, si vous voyez les choses comme ça et que vous travaillez comme ça sera pas extrêmement compliqué. Il y a même des personnes, en fait, au final, avec qui ça va vous permettre d'enchaîner sur une prestation rémunérée et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire, vous les contactez pour du gratuit et par la suite, ils vont vous dire, maintenant, je suis satisfait. Écoute, si tu veux, on peut continuer sur du payant. Donc, faites attention, par contre, à pas tomber sur des gens qui abusent de vous et qui sont là juste pour vous profiter, que vous travaillez gratuitement et puis après, ils vous dégagent sans rien en échange, quoi. Faut juste faire attention à ça. Maintenant qu'on a vu les différentes manières d'aller chercher les clients, d'aller chercher les prospects, qu'on est rassuré par rapport au fait de commencer de zéro, voilà, si vous voulez des témoignages, proposer du gratuit en échange de témoignages peut être une très bonne chose. Et on va voir comment utiliser les réseaux sociaux et moteurs de recherche pour faire venir les prospects à vous. Donc, où est-ce que vous devez être présent? Donc, comme on l'a vu, blog, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Facebook, etc. Les plateformes, elles sont nombreuses. Néanmoins, dans une stratégie de visibilité, avoir un moteur de recherche, un contenu rapide, donc ce que j'appelle contenu rapide, c'est TikTok, Insta, et une plateforme de groupe, type Telegram, type Discord, type groupe Facebook, ça peut être très intéressant. Et moteur de recherche, ce que j'appelle, c'est YouTube, Google, voilà, un blog ou une chaîne YouTube. Comme ça, vous avez une stratégie de contenu où vous avez un référencement, c'est-à-dire vous faites un contenu maintenant et dans 3 ans, il sera toujours visible, ce qui n'est pas le cas sur TikTok ou sur Instagram. Et une plateforme rapide pour échanger avec où ça va vite, des petits contenus, des stories, des messageries privées, ça se complète bien. Vous aurez plus de proximité avec votre audience que sur un blog ou sur une chaîne YouTube. Et ensuite une plateforme de groupe pour vraiment créer une communauté au sein d'un groupe privé, ça peut être très intéressant également. Donc c'est vraiment 3 formats qui
qui se complètent bien. Et encore une fois, c'est à réfléchir en fonction de votre cible et de vos compétences, ainsi que du temps et de l'énergie que vous souhaitez y allouer. Donc lorsque vous débutez en tant que community manager, vous pouvez commencer à alimenter vos réseaux sociaux en parallèle de votre prospection. Donc beaucoup vous diront de choisir un seul réseau social et de vous concentrer dessus, mais je suis pas vraiment d'accord dans le sens où on peut facilement réutiliser un même contenu sur plusieurs plateformes aujourd'hui, donc pourquoi s'en priver? Voilà, aujourd'hui on a les formats verticaux comme les Reels et TikTok, tout ça, et on peut les remettre de partout. Cela ne demande pas plus de travail et vous pouvez très vite multiplier votre visibilité, et d'ailleurs vous pouvez même faire la même chose avec les réseaux sociaux de vos clients. Ensuite, quel nom choisir? Alors la méthode simple, c'est de prendre votre nom et prénom, surtout si vous souhaitez rester en freelance et que vous ne voulez pas créer une marque. Et en plus de cela, ça peut être un avantage lors de la prospection. Par exemple, quand vous envoyez un message à un prospect sous le nom de CM Agency, il pourra se dire encore une entreprise qui essaie de me vendre quelque chose. Et il sera moins enclin à aller voir votre compte et à échanger avec vous. Mais s'il voit un message d'une vraie personne comme, Alice Dubois, il sera curieux de savoir qui s'intéresse à lui. Et le personal branding, quand il s'agit de vendre des services de CM sur les réseaux sociaux, ça peut faciliter les choses. Ensuite, un nom de marque peut être intéressant si vous souhaitez délier votre image, créer quelque chose de plus gros, peut-être revendre, créer une marque, créer une agence, revendre par la suite, ou même tout simplement ne pas vous afficher publiquement. Voilà, si vous n'avez pas envie qu'on voit votre tête ou qu'on entende votre voix ou de vous montrer, vous pouvez vous cacher derrière une marque, un logo, quelque chose. Ensuite, vous allez devoir créer du contenu pour votre cible. Une fois votre compte créé, commencez à poster du contenu pour vos clients cibles. Ne faites pas comme tout le monde. Les publications du type comment avoir plus d'abonnés, 5 astuces pour avoir plus d'engagement, 10 idées de publications, ça va pas vous permettre de vous démarquer. Rien de mieux qu'un positionnement clair pour apporter de la valeur à votre audience, attirer son attention et montrer votre expertise. Choisissez une niche comme on a vu et créez du contenu en rapport. Par exemple, si vous vous adressez aux propriétaires de pâtisserie, créez des publications du type 5 conseils pour rendre sa pâtisserie visible sur les réseaux sociaux. Ce sera bien plus pertinent et vous capterez bien plus l'attention de vos clients idéaux. Ensuite, vous allez afficher vos témoignages clients lorsque vous en avez. Donc si vous pouvez montrer des résultats et des témoignages clients, vos prospects seront beaucoup plus susceptibles de vous faire confiance. Si vous devez retenir une seule phrase, c'est bien celle-ci. Personne ne vendra mieux vos produits-services qu'un client satisfait. La vidéo, c'est le format le plus impactant. Demandez à vos anciens clients ou à vos clients actuels qu'ils se filment avec leur smartphone et qu'ils vous envoient la vidéo. Si vous expliquez à votre client que cela lui prendra peu de temps et que cela va beaucoup vous aider dans votre activité, il y a de fortes chances qu'il accepte et certaines personnes ne sont pas du tout à l'aise avec la vidéo. Et dans ce cas-là, demandez-leur d'envoyer un témoignage audio et réalisez vous-même une vidéo en mixant la voix du client avec sa photo. Et quant aux témoignages écrits, c'est ceux qui ont le moins d'impact, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, ça peut être bien d'en avoir sur une page Facebook ou quelque chose comme ça. Les témoignages écrits du type, qu'on vous envoie par email, des choses comme ça. Il y a des clients, il y a des personnes qui vont peut-être penser que ça peut être des faux témoignages, tout ça. Voilà, on a vite fait de créer des faux témoignages. Donc, si vous avez une capture d'écran avec un profil Facebook qui a écrit sur votre page Facebook, ça, il y a moins de chances que ce soit du fake. Elle peut aller chercher la personne et voir qu'elle existe en vrai. Donc, vous avez moins de chances, vous avez plus de chances de convaincre, en fonction du témoignage écrit, ça peut varier. Maintenant, utilisez vos propres réseaux sociaux pour prospecter. Maintenant que vous avez un profil optimisé, des témoignages, comme on l'a vu plus tôt, vos réseaux, ils peuvent vous permettre de trouver des clients. Pour cela, vous devez créer du lien avec votre communauté, échanger en message privé, commenter leurs publications, réagir à leurs stories, etc. Votre objectif est de créer chaque jour de nouvelles opportunités d'échanger avec des clients potentiels afin qu'ils pensent à vous le jour où ils auront besoin d'un CM. Si vous avez peur d'être dérangé plus qu'autre chose, rassurez-vous, si vous communiquez de la bonne manière, cela n'arrivera pas. Contactez-les avec l'envie de les aider et conseillez-les et apportez des solutions à leurs problématiques. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur de prospecter, d'aller vers les personnes, mais en fait, voyez cela comme le fait d'aller aider. Vous n'allez pas embêter les personnes, vous allez les aider. Puis de toute manière, vous allez bien voir si vous êtes le bienvenu, la bienvenue, ou si vous les embêtez. Voilà, c'est sûr que s'ils vous répondent pas ou qu'ils vous envoient un peu balader, ça peut arriver, mais c'est rare. Là, généralement, les gens, ils sont là, c'est un réseau social, c'est pour faire du social, c'est pour aller discuter, aller parler. Et si vous voyez que vous pouvez répondre à leurs besoins problématiques, vous leur proposez un appel. Et c'est vraiment ça l'idée avec vos réseaux sociaux, c'est l'objectif. C'est pas juste d'être visible sans rien, pour pas grand chose, juste histoire d'être visible pour être visible, mais c'est être visible pour derrière aller vendre à votre audience. Et c'est la même chose avec vos clients. Quand vous travaillez avec vos clients sur leurs réseaux sociaux, c'est le même objectif. Ce que vous faites pour vous là, ce que je vous explique pour vous là, en fait, vous allez le faire aussi pour vos clients. C'est exactement la même chose. Maintenant, on passe à la partie vente. Alors, comment vendre votre offre ?
L'erreur que font la plupart des personnes qui vendent. Dites-moi, lorsque vous réussissez à avoir un rendez-vous téléphonique avec un prospect, comment est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce que vous vous y préparez? Comment structurez-vous votre appel? Peut-être que vous faites ça au feeling, comme la plupart, parce que c'est ce que beaucoup de personnes font. Elles ne vont rien préparer, une fois au téléphone, vont se contenter de se présenter et présenter leur offre. Bonjour monsieur X, comment allez-vous? Comme je vous le disais dans mon email, je suis CM et en regardant vos réseaux sociaux, j'ai vu que je peux vraiment vous aider sur le développement de ces derniers. Il y a telle ou telle chose qu'on peut améliorer et c'est d'ailleurs ce que je propose avec plusieurs types d'offres qui sont XXX et qui sont les suivantes. Voilà. Ou alors ils vont juste répondre aux questions du potentiel client et puis voilà, donc c'est pas du tout structuré, c'est juste un appel informatif quoi, c'est pas du tout structuré et optimisé. Donc l'idée dans la partie vente de cette vidéo, c'est qu'on voit en détail comment est-ce que on vend de manière optimisée et comment on structure un appel de vente. Donc les 4 étapes de votre appel. Maintenant, je vais vous donner une méthode toute simple qui fonctionne pour n'importe quel appel, mais aussi et surtout dans n'importe quel type de vente, que vous soyez au téléphone ou en face à face. Donc cette méthode, elle permet de structurer votre appel en 4 blocs. La phase de contact, la phase de connaissance, la phase où vous allez devoir convaincre et la phase objection. Donc la vente, c'est très large, il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est plus complet également dans la formation que je vous ai mis dans le lien, le premier lien dans la description. Donc voilà, la partie vente est beaucoup plus complète. Là, je me suis dit qu'on allait aller à l'essentiel avec la structuration de votre vente, de votre appel de vente. Mais la vente, voilà, il y a énormément de notions et de choses à savoir pour être très bon en vente. Mais déjà, rien qu'avec cette structure d'appel, vous pouvez totalement augmenter votre taux de conversion au téléphone. Donc premièrement, on a la phase de contact. Donc la phase de contact, c'est le moment où votre prospect décroche le téléphone et c'est le moment où vous brisez la glace. Bonjour monsieur, comment ça va? Où est-ce que vous habitez? Le but de cette phrase, c'est de mettre à l'aise votre prospect. Vous allez trouver des points communs. Je vous conseille de manière générale tout au long de l'appel de chercher à collecter un maximum de points communs parce que les gens ils font confiance aux personnes qui leur ressemblent. Donc plus vous arrivez à trouver des points communs, plus vous arrivez à créer de la relation, de la sympathie, plus vous ferez grimper la jauge de confiance parce qu'au début, il vous connaît pas trop. Et l'idée c'est de faire monter la jauge de confiance et faire baisser la jauge de méfiance. Alors je vous dis pas d'inventer des choses et de mentir, mais si vous en trouvez, c'est encore mieux. Vous allez créer de la sympathie, une véritable relation et dans tous les cas, vous n'entrez jamais directement dans le vif du sujet. Une fois que vous jugez que la phase de contact est terminée, donc 5 minutes maximum, même moins, vous passez à la phase connaître. Donc dans cette phase de contact, c'est important d'y mettre de l'énergie, de l'enthousiasme. Si vous décrochez le téléphone en mode « Oui, allô ? Oui, bonjour monsieur, vous allez bien? Ah, super. Bon, très bien. Vous êtes disponible pour l'appel, vous avez bien 30 minutes devant vous. D'accord, ok, très bien. Vous êtes de quel coin, vous? Ah, d'accord, ok, d'accord, super. Donc voilà, là, il n'y a pas d'énergie, là. Là, on sent le truc. Alors que si vous faites plutôt bonjour monsieur X, comment vous allez? Vous m'entendez bien? C'est bon? C'est tout bon pour vous? Vous êtes installé? Ok, très bien. Vous avez bien 30 minutes à accorder à cet appel? 30 minutes devant vous? C'est bon, c'est parfait. Vous êtes quel coin, vous? Ah, vous êtes de Nantes? Ah ouais, on n'est pas du tout voisins. Moi, je suis à l'opposé. Ok, très bien. Donc, du coup, là-bas, vous, alors, je sais pas, hein, je dirais une connerie, vous pratiquez tel sport. S'ils sont de Bordeaux, vous dites, vous faites du surf. Enfin, j'en sais rien. Trouvez des trucs. Voilà, l'idée, c'est de mettre à l'aise et c'est d'être le sourire, on le sent au téléphone. On sent le sourire, on sent la joie, on sent l'enthousiasme. Et en fait, l'idée, c'est de mettre de l'énergie directement dans cet appel, de la confiance et de mettre à l'aise la personne. Donc, vous allez mettre à l'aise la personne et voilà. Au début, c'est on fait connaissance. On a 5 minutes, ça peut faire long des fois, 2-3 minutes, 1 minute même. Mais ne rentrez pas dans le vif du sujet. Hein. Rentrez surtout pas en mode on balance direct. Bonjour. Alors ouais, du coup, je vous ai contacté pour vos réseaux sociaux. Non. Vous ferez une transition après. Mais là, pour le coup, voilà. Et dès que vous voyez que vous tournez un peu en rond, vous avez fini, ou qu'il y a un blanc à un moment, vous faites votre transition vers la phase suivante. Donc la phase suivante, c'est la phase de connaissance. Donc là, c'est le bloc le plus important. C'est celui où vous prenez le plus de temps et c'est dans ce bloc que vous allez chercher un maximum d'informations en posant le plus de questions possible.
C'est aussi ici que votre prospect va pouvoir vous découvrir. Donc n'hésitez vraiment pas à partager des informations sur vous, des anecdotes, des informations sur votre parcours, etc. C'est ici que vous allez faire diminuer sa jauge de méfiance au profit de sa jauge de confiance pour récolter un maximum d'informations utiles à votre argumentaire et ensuite partir à la conquête de la douleur profonde de votre prospect. Donc la phase de découverte se termine quand vous avez suffisamment d'informations qui vous ont permis de comprendre ce dont votre prospect a besoin et comment vous pouvez l'aider. Et ici, vous devez aussi cocher et récupérer des informations sur ces 3 éléments: le budget, le décisionnaire et le niveau de motivation. Ensuite, vous pouvez passer au bloc convaincre. Alors ici, ce qui va être important, alors déjà, c'est de faire proprement la transition entre la première phase et celle-ci. C'est-à-dire, voilà, une fois que vous avez connaissance, bonjour Monsieur X, vous avez bien 45 minutes à accorder à cet appel, parfait, vous m'entendez bien, tout est ok, vous êtes bien installé, vous êtes dans un endroit silencieux, parce que des fois, il y en a, ils vont faire des appels, ils ont les gosses à côté et tout, donc à l'avance dans l'email, il faut dire, voilà, si vous avez 45 minutes à accorder dans un endroit calme, il faut poser le contexte aussi. Parce que des fois, voilà. Si vous mettez pas le contexte, il y en a, ils vont vous appeler, ils sont en voiture, il y en a, ils vont vous appeler, ils seront dans la rue, vous entendez la circulation, enfin voilà. Des fois, faut être clair là-dessus. Et voilà, donc vous posez le contexte, vous posez le cadre, vous créez de la sympathie, où est-ce que vous habitez? Ah, vous êtes dans les Alpes, ah bah du coup, vous devez faire pas mal de ski, ouais, moi aussi, je vais l'hiver au ski, j'adore ça. Et autant vous pouvez trouver un point commun sur une activité que vous faites, quelque chose, en fait, voilà, c'est ça l'idée de la phase. Et ensuite, quand vous voyez que vous tournez en rond, ou que ça dure trop longtemps, ou qu'il y a un blanc, vous faites la transition. Ah, super, super. Bon, écoutez, bah, c'est top. Moi, de toute façon, ce que je vous propose dans cet appel, c'est que dans un premier temps, je vous pose pas mal de questions pour savoir plus sur votre situation et voir un peu comment je peux vous aider et voir comment on peut avancer. Donc, et là, vous enchaînez sur la phase de connaissance. Alors, il y en a, ils vont vous dire aussi des fois de dire, voilà, moi je vais vous poser pas mal de questions, on va voir votre situation, et à la fin, je vous proposerai une offre, et vous serez libre de l'accepter ou non. Donc ça, vous pouvez le faire aussi, moi je le fais pas forcément tout le temps, mais vous pouvez poser le contexte comme quoi, à la fin, vous allez proposer une offre. Mais bon, voilà, c'est à vous de faire votre transition. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller, c'est qu'on ait tous nos propres manières de transitionner, de structurer. Là, c'est juste un schéma, une structure, en fait, voilà. Ensuite, très important en ce qui concerne les informations à cocher, les 3 éléments, le budget, le décisionnaire, le niveau de motivation. Alors, premièrement, le niveau de motivation, va y avoir une différence entre la personne qui va être là juste par curiosité. Ouais, j'ai vu votre email, du coup, ça avait l'air, voilà, ça attire mon attention, ça avait l'air intéressant, je veux voir ce que vous proposez, ce que vous faites exactement, ouais, ok. Ça, c'est un niveau de motivation qui est un peu bas. C'est pas, ça motive pas pour moi. J'ai des gens comme ça au téléphone, j'ai même pas envie de travailler avec eux parce que ils sont même pas vraiment déterminés par rapport à une personne qui serait là. Ah oui, moi ça m'intéresse à fond. De toute manière, là j'étais en train de restructurer mon entreprise, je voulais vraiment me mettre à fond sur les réseaux. J'ai conscience que c'est important. Et en plus, je veux une omniprésence. Voilà, moi je vois qu'il y a TikTok qui est en train d'exploser, Instagram super intéressant. Je veux aussi créer un groupe Facebook. Je veux faire ça. Donc ouais, moi ça m'intéresse à fond. Là j'ai vu et ton email il tombe vraiment à pic au bon moment. Ah, vous voyez, pas du tout le même niveau de motivation quoi. Et j'ai beaucoup plus envie de travailler avec le deuxième que le premier dans ce cas-là. Donc voilà, le niveau de motivation, c'est voir un peu ça. Et si vous voyez que la personne est vraiment pas motivée, qu'elle est juste là, je sais pas, mes réseaux sociaux pas encore, de toute façon, ça m'intéresse pas vraiment, ou voilà, la personne, vous pouvez comprendre, c'est pas sa priorité, c'est pas une grosse motivation, elle a pas vraiment envie, voilà, ça sert à rien d'aller lui proposer l'offre, lui faire un pitch, le vendre, enfin vous pouvez essayer, mais dans la plupart des cas, elle dira non, voilà, j'ai pas envie d'investir là-dedans. Le décisionnaire, parce que ça peut arriver que vous soyez avec un des associés, ou alors avec une personne qui est employée. Des fois, il y a des personnes, elles vont avoir des personnes, des intermédiaires qui vont prendre les appels, c'est-à-dire que la personne décisionnaire qui paye, le patron, c'est pas lui qui va être au téléphone, c'est des personnes qui sont en dessous dans la hiérarchie, et du coup, si c'est pas la personne décisionnaire, vous allez pas pouvoir lui vendre. Donc, il va falloir refaire un appel avec la personne décisionnaire si elle peut être là. Et ensuite, il y a le budget. Donc, le budget, c'est pas forcément leur demander combien ils gagnent. Hein. C'est pas débarquer. Et du coup, voilà, combien vous faites de CA cette année-là et en net chaque mois, vous mettez combien? Ok. Non, c'est pas forcément comme ça. Alors, vous pouvez, si vous voyez que vous êtes à l'aise, que la personne est aussi à l'aise avec ça. Des fois, c'est pas toujours évident de savoir.
Des fois, vous pouvez aussi vous faire envoyer balader ou la personne va dire non. Donc c'est soit l'amener de la bonne manière, du genre écoutez, alors moi dans mes questions, voilà, j'aime beaucoup poser des questions aussi pour avoir le contexte, pour avoir le contexte de l'entreprise au niveau du budget, du chiffre d'affaires, tout ça. Mais si vous ne voulez pas y répondre, il n'y a aucun problème. Est-ce que je peux vous poser des questions sur ça? Et si la réponse est non, il n'y a aucun problème et ça n'empêche pas d'avancer. Et la personne va vous dire bah oui, non, il n'y a aucun problème, voilà. Ou sinon, le budget, vous pouvez le savoir par exemple en posant des questions du genre est-ce que vous avez déjà travaillé avec d'autres prestataires de services? Quel était le budget alloué à ces prestataires de services? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des community managers ou des personnes dans le marketing digital? Posez pas forcément la question sur du community management, tu vois, mais ça peut être du marketing digital de manière générale et voir le budget qu'elle y a alloué. Voilà, et vous avez plein de manières de voir un budget. Combien d'employés est-ce que vous avez? Ça va vous donner une idée du budget. Voilà, entre une entreprise qui a 2 employés et une qui en a 20, forcément elles n'auront pas le même budget généralement. Donc voilà, le budget, vous pouvez en avoir une idée en posant des questions de manière indirecte. Ça vous donnera aussi une idée du budget et également si ça match avec le prix que vous allez proposer derrière. Si elle vous dit, moi j'ai travaillé avec des community managers ou j'ai travaillé avec des personnes dans le digital, mais bon, on a arrêté parce que c'était trop cher. Voilà, le budget que j'ai alloué, je crois que c'était 500 € par mois, mais ça commençait à me coûter, quoi. Bah là, si vous avez, voilà, vous voyez que c'est une personne qui a pas beaucoup de budget, quoi. Vous voyez. Donc l'idée, c'est de poser des questions de cette manière-là pour qu'elle vous dise d'elle-même. En gros, ce qui est cher pour elle, le budget qu'elle a, et si c'est la personne décisionnaire et son niveau de motivation. Donc ça, vous allez l'observer lors de cette phase de connaissance et c'est super intéressant. Et ensuite, vous pouvez aller vers le bloc convaincre. Donc la transition entre le bloc connaître et le bloc convaincre, elle est toute simple. Vous allez la faire grâce à ce que l'on appelle la phase de reformulation. Vous allez prendre tous les éléments que vous avez donnés à votre prospect et en faire une belle reformulation. Donc par exemple, ça peut donner « Merci pour votre transparence ». Donc si j'ai bien compris, si on résume, ce que vous recherchez, c'est une personne qui gère et développe vos réseaux sociaux, qui vous ramène des leads qualifiés parce que les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, c'est justement ce manque de visibilité sur Internet et sur les réseaux sociaux et ce manque de leads qualifiés qui rentrent dans votre entreprise. Et si vous avez bien fait votre travail, il devrait vous répondre « Oui, c'est bien ça ». Et si par contre vous avez zappé quelque chose, alors vous pouvez continuer la phase découverte jusqu'à ce que tout soit clair et que votre prospect vous dise oui, c'est bien ça. La phase convaincre, ça va être très rapide parce que vous avez juste à valoriser votre offre en expliquant par A plus B en quoi elle répond aux besoins de votre prospect. Alors ici, c'est super important de personnaliser vos arguments. Vous allez axer en fait votre offre et la manière dont vous allez vendre votre offre en fonction de la problématique du prospect. C'est-à-dire qu'en fonction des prospects, ils n'auront pas tous la même douleur ou voilà, à des degrés différents ou à des petites choses qui vont varier, changer et vous devez toujours axer votre offre en fonction de ça. Au final, l'offre, c'est la même, vous gardez la même offre, vous allez juste pas la vendre de la même manière en disant les mêmes choses et juste changer l'angle d'approche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ça va être super important de prendre ça en compte et vraiment de la vendre sur mesure. Votre offre, elle change pas, hein. C'est juste la manière d'en parler et de la mettre en avant qui va s'adapter vraiment aux besoins du prospect pour que lui se dise « Ah oui, c'est vraiment de ça dont j'ai besoin ». Si par exemple, votre client il vous dit « Bah voilà, moi j'aimerais avoir des leads téléphoniques pour une grosse offre là que j'ai de coaching, d'accompagnement, mais j'ai vraiment du mal à ramener des leads là-dessus, quoi », ben, vous allez axer votre offre sur le fait de ramener des leads qualifiés grâce aux réseaux sociaux et lui expliquer en quoi ça va être une super arme d'être présent sur Instagram par exemple et axer votre vente là-dessus justement. Parce qu'ici dans cet exemple, ça sert à rien de lui dire que vous allez faire des publications pour être plus visible, tout ça, il s'en fout, lui ce qu'il veut c'est des leads et faire rentrer des appels téléphoniques. Donc vos publications, vos stories, tout ça, ça sera un moyen dans la stratégie d'arriver à avoir des leads, donc à en ramener. Mais lui, c'est pas ça qu'il veut entendre, hein. C'est pas on va faire des publications, des stories, parce qu'il y en a beaucoup, ils détaillent en fait, ils vendent en expliquant techniquement ce qu'ils vont faire. Mais le client, lui, il s'en fout de la technique. Lui, ce qu'il veut, c'est les bénéfices. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Donc, vendez vos bénéfices. Ok, on va ramener des leads grâce au compte Instagram et on va faire un travail de setting en message privé pour ramener des leads qualifiés et vous aurez plus qu'à leur vendre. C'est mieux que, écoutez, alors dans mon offre, moi, on va faire des stories, on fait 3 publications par semaine. Ensuite, on va faire, on répond aux commentaires, ça, on s'en fout. En fait, c'est le fait de ramener des leads qui va l'intéresser et vous allez axer ça là-dessus.
Ensuite, vous allez faire face à la phase des objections. Alors là, ça c'est quelque chose de très qui peut faire peur. Voilà, il y a beaucoup de gens qui appréhendent cette phase-là, mais elle est normale. Vous allez tout naturellement basculer sur cette partie. Et ici, c'est celui qui pose les questions qui contrôle l'entretien. Donc votre travail, c'est d'aider votre prospect à se closer tout seul en le faisant lui-même répondre à ses objections. Une fois les objections traitées, vous devez conclure. Vous ne devez pas raccrocher tant que vous n'avez pas obtenu un oui ferme, un non définitif ou un autre rendez-vous. Pour le oui, aucun problème, parce que ça peut arriver que, voilà, moi ça m'est arrivé, certaines personnes, on leur propose l'offre, on leur propose le tarif, parce que oui, le tarif, au final, c'est le client qui va vous le proposer, le prospect. C'est rarement vous qui dites le tarif, hein. Souvent c'est ok, et combien ça coûte? Et là vous dites votre tarif, vous entourez le tarif évidemment des bénéfices. Et du coup, là, il peut y avoir, ok, très bien, on peut commencer, tout ça. Bon, ça, c'est dans le meilleur des cas, ça peut arriver. Mais en revanche, voilà, ce qui va arriver souvent, c'est d'avoir le non. Voilà. Et vous devez chercher à creuser derrière pour savoir ce qu'il y a derrière ce non. Qu'est-ce qui fait que l'offre ne convient pas? Vous devez toujours, chercher à comprendre. En fait, il ne faut pas juste que la personne vous dise non ou voilà, vous fasse une objection et laisser tomber derrière. Il faut comprendre ce qui ne convient pas. Vous devez chercher à comprendre, c'est très important. Il n'y a pas de devinette, il doit dire clairement ce qui bloque pour lui. Alors vous devez comprendre aussi qu'il y a des prospects qui n'aiment pas décider tout de suite, parce qu'ils en sont incapables viscéralement, tout comme d'autres ont besoin de l'accord de leur conjoint, associé, etc. Vous devez donc caler vous-même un futur rendez-vous. Donc des fois vous allez vendre en 2 fois, faire un R1 et un R2 ce qu'on appelle. Donc alors ne faites pas l'erreur dans ce cas-là de lui dire rappelez-moi quand vous voulez. Je reste à votre disposition, rappelez-moi, ou il y en a qui font ça dans la prospection, ils envoient leur grille de tarifs d'offres, et puis contactez-moi si ça vous intéresse. Il y a personne qui va le faire ça, généralement ils reviennent pas vers vous, et il y a d'autres concurrents qui leur passent devant et qui vendent mieux que vous. Donc vous devez prendre les choses en main, vous avez besoin de réfléchir, je comprends, très bien, dans 48 heures, mercredi à 11h, c'est bon pour vous, et c'est toujours vous qui décidez, et vous gardez votre prospect chaud. N'espacez pas plus de 4 jours le prochain appel, et l'idéal c'est 48 heures. Votre prospect il est très sollicité, donc plus vous lui laissez la corde tendue et plus vous risquez de le perdre. Ensuite, dans les objections, pour beaucoup un non ou une objection c'est un problème, un malheur, et c'est même une malédiction, alors qu'en réalité vous devez comprendre qu'il s'agit d'un cadeau. Une objection ou un non, c'est l'opportunité pour vous de vous améliorer, d'identifier pourquoi ce résultat et quel aurait été le scénario permettant de passer de non à oui. Et en général, vous apprendrez toujours plus avec un échec qu'avec un succès. L'objection, elle fait partie du processus. Et n'avoir aucune objection, c'est assez rare, c'est même des fois pas naturel. Habituez-vous donc à y faire face et vous devez les apprécier. Elles sont le signal que vous êtes face à une personne qui est intéressée. Quand vous n'avez pas d'objection, c'est soit que tout va bien et que c'est parfait et que la personne est vraiment super qualifiée et veut commencer maintenant, soit que la personne n'est pas intéressée au final et voilà, c'est juste ça m'intéresse pas, désolé, au revoir quoi. Donc là, c'est vraiment qu'elle est intéressée, elle le veut, mais il y a une objection. Et le fait que votre interlocuteur dise non ou émette une objection quelconque, ça implique 2 choses. Soit qu'une partie de votre discours n'était pas claire et que vous n'avez pas pu retranscrire spécifiquement comment vous pouvez aider votre prospect et quel était son intérêt à acheter votre offre tout de suite, soit car il manque un dernier élément à la chaîne pour pouvoir faire signer votre interlocuteur tout de suite. Alors souvent, ils vont mentionner le prix. Cette objection, elle cache parfois d'autres blocages plus profonds, et si vous deviez retenir une seule chose dans cette section, c'est que les objections sont normales. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas en avoir. Donc soyez tout de suite à l'aise avec ça, et l'idée c'est de conditionner votre état d'esprit à avoir au moins 2, 3, voire même 4 objections. Généralement, les plus courantes d'objections, ça va être au niveau du budget et du prix, ouais, c'est trop cher, ou alors j'ai pas le budget, ou voilà, je vais y réfléchir, ou je dois en parler à mon associé, à mon conjoint, à ma conjointe, mon chat, mon chien, enfin bref. Et du coup, ici, l'idée, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, je vous invite à aller voir ma vidéo YouTube sur justement le c'est trop cher, parce que c'est ce qui revient le plus. Donc, j'ai fait une vidéo sur l'objection du c'est trop cher. Je vous invite vraiment à aller la voir. Et en fait, j'ai même fait d'autres vidéos sur les objections. Donc, soit elles seront là au moment où vous voyez cette vidéo, soit elles vont arriver très rapidement. Et je ferai des vidéos en détail sur chaque objection de toute manière. Donc, je vous invite à aller les voir sur la chaîne YouTube. Et dans le lien dans la description, je vais plus en détail sur les objections également. Donc, la petite formation, enfin la grosse formation plutôt, complète.
sur Community Manager de A à Z en freelance, qui est plus complète que celle-ci. Mais voilà, les objections, vous devez savoir y faire face et comprendre que c'est le processus normal. Ensuite, vous avez fait votre offre, fixé vos tarifs, vous avez trouvé vos clients, vous avez prospecté et vous avez vendu votre offre. Maintenant, il va falloir délivrer et fidéliser. Donc, en fait, vous devez comprendre que vous n'avez fait que la moitié du chemin. Vous avez créé votre offre, défini vos clients idéaux, vous les avez contactés et vous leur avez vendu votre offre. Donc félicitations, mais ça c'est que la moitié du chemin. Maintenant, vous allez devoir délivrer la prestation et fidéliser votre client sur du long terme afin d'avoir des revenus récurrents et ne pas être toujours obligé de courir après de nouveaux clients. Autant il y a des personnes qui rencontrent des problématiques en ce qui concerne la création de leur offre, la prospection ou la vente, mais il y a aussi des community managers pour qui délivrer et fidéliser n'est pas toujours une tâche facile. Donc on va voir ici comment faire pour avoir des clients satisfaits qui restent avec vous sur du long terme et qui vous recommandent à d'autres entrepreneurs. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, on va pas pouvoir voir en détail chaque stratégie de A à Z pour chaque réseau social, mais ce que je vous propose à la place sont les notions importantes à comprendre quand on est CM freelance et que l'on a des clients à gérer. Alors, le syndrome de l'imposteur. Au début, vous aurez peut-être l'impression de ne pas être légitime. Vous aurez des peurs par rapport à ce que vous êtes capable d'apporter, par rapport à une éventuelle déception du client, etc. En bref, il est possible que vous soyez rempli de craintes et c'est tout à fait normal. C'est la peur de l'inconnu. Vous êtes face à une situation que vous ne connaissez pas ou peu. C'est exactement la même chose pour toutes les choses que l'on fait pour la première fois. On a de l'appréhension. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, c'est qu'une question d'expérience et d'habitude. La zone d'inconfort devient zone de confort petit à petit. Si je reviens sur la partie prospection, démarcher une personne dans son commerce la première fois peut vous pétrifier de peur, mais à force de le faire, ça deviendra aussi simple que de dire bonjour. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un processus naturel qui va s'amoindrir avec le temps et la pratique. Les deux notions fondamentales. Pour bien délivrer vos clients et les fidéliser sur du long terme, cela se joue sur deux éléments, les résultats de votre prestation et la relation avec votre client. Si vous apportez des résultats attendus par votre client et que vous avez une bonne relation, il n'y a pas de raison que la collaboration s'arrête. À l'inverse, si un de ces deux éléments fonctionne mal, il y a peu de chances que ça continue entre vous. Pour ce qui est de délivrer, je ne vais pas vous faire un cours sur comment apporter des résultats à vos clients sur chaque réseau social, mais une chose est certaine, vous devez savoir utiliser les réseaux autant d'un point de vue technique que stratégique. Évidemment, vous devez aussi délivrer en temps et en heure par rapport à ce qui est convenu, parce que vos clients, ils doivent se sentir soulagés et savoir que quoi qu'il arrive, leurs réseaux sociaux se développent sans qu'ils aient besoin d'intervenir ou le moins possible. La récompense, d'après vous, que se passe-t-il lorsque vous réunissez ces éléments? Vos clients ils vont être satisfaits et la conséquence, c'est que vos clients, c'est des entrepreneurs et ils connaissent d'autres entrepreneurs. Donc, s'ils sont satisfaits de vos services, ils vont vous recommander. Et ça peut créer un cercle vertueux où un client vous recommande, puis la personne à qui on vous a recommandé vous recommande à son tour et ainsi de suite. Et plus vous travaillez avec de grosses entreprises, plus cela aura d'impact sur votre activité car bien souvent les gros entrepreneurs côtoient les gros et les petits comme on l'a vu. Et ça, même si vous travaillez en gratuit, ça peut le faire. Tout à l'heure, je vous expliquais comment vous pouvez travailler gratuitement, avoir vos premiers témoignages, mais avec des entreprises gratuites, en travaillant gratuitement, je veux dire, vous pouvez très bien avoir des recommandations également et ça c'est super intéressant. Au final, une prestation gratuite peut complètement débloquer votre activité. C'est possible. Donc voilà, c'est la récompense et vous devez garder ça aussi à l'esprit. Si vous avez rapidement des recommandations dans votre activité de CM, il se peut même que vous n'ayez pas besoin de beaucoup prospecter. Évidemment, je vous conseille pas de vous reposer exclusivement là-dessus car c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas complètement. Donc n'attendez pas que vos clients vous recommandent pour avoir de nouveaux clients. Continuez à prospecter de votre côté et de manière générale, ne dépendez de personnes pour trouver des clients. Vous devez être capable de trouver des clients, de prospecter, de vendre et ne compter que sur vous. Et les autres, c'est du bonus. J'avais fait une vidéo également où j'expliquais comment travailler avec un commercial qui prospecte et vend pour vous et vous le payez à la commission. Ça c'est pareil, voilà, vous devez pas compter que sur cette personne pour vendre, c'est un bonus en plus. Les recommandations, les personnes qui vont prospecter et vendre pour vous, tout ça c'est du bonus en plus, mais vous devez pas dépendre de ces personnes. C'est comme dépendre exclusivement des plateformes de freelance, type Malte et tout ça. Si vous attendez que ce soit ces plateformes qui vous envoient des clients, vous allez attendre un moment aussi et vous dépendez que de ces plateformes-là. Donc en fait, vous devez dépendre que de vous et le reste, c'est du bonus. Ensuite, délégation, partenaire, coaching. Que faire pour aller plus loin? Félicitations, vous avez tellement de succès que vous ne pouvez plus gérer de clients seuls. Vous êtes même obligé de refuser des contrats, alors quelle est la suite?
Et bah, vous pouvez très bien commencer à déléguer les parties les plus chronophages, la création de contenu et la gestion du compte généralement. Et évidemment, il faut calculer la marge qui vous restera parce que c'est plus facile sur 1000 euros que sur 500 euros. Donc voilà, la délégation, c'est une option et c'est même indispensable pour moi, je trouve. Je vous ai fait une vidéo entière là-dessus également sur la délégation. C'est vraiment quelque chose d'indispensable parce qu'au bout d'un moment, même si voilà, vous vous dites bah je suis indépendant, je suis freelance, je travaille seul, mais au bout d'un moment en fait tous vos résultats et l'avancée de vos clients sera dépendante de vous. En fait, elle sera liée qu'à vous. Et s'il y a un moment où vous voulez prendre des vacances, ou vous êtes malade, vous avez un accident ou ce que je vous souhaite pas, mais on sait jamais. Bah en fait ça sera en pause parce qu'il y a que vous sur le projet. Alors que si vous avez des personnes pour vous aider, pour vous accompagner, bah déjà ça va vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Beaucoup plus d'argent également si derrière vous pouvez faire rentrer de nouveaux clients. Et en plus de ça, bah, ça va vous permettre d'avancer même quand bah, vous n'êtes pas disponible. Parce que vous avez une équipe qui peut travailler avec vous et pour vous. Alors évidemment, plus nos prix sont élevés, plus il est facile de déléguer. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déléguer sur des prestations à 500 euros ou moins. Ça sera juste que vous devez calculer déjà quelle sera votre offre à ce prix-là. Et ce que vous pouvez déléguer dessus. Si par exemple, vous avez une petite offre à 300 euros, 400, 500, et que dessus, voilà, c'est juste une prestation, on va dire, de présence. Voilà, bon, c'est pas ce que je vous conseille de vendre, mais ça peut se faire, voilà, selon, voilà, si vous avez un client, c'est ce qu'il veut. Bon, vous lui faites une petite offre à 350, 400 euros, avec publication, une petite routine de croissance où vous allez liker des comptes, tout ça. Enfin bref, et vous pouvez très bien arriver à déléguer ça, facilement si vous faites des templates Canva, des choses très simples, arriver à le déléguer pour très peu. Voilà, vous déléguez pour je sais pas moi, 50, 100 euros. Enfin, faut forcément qu'il vous reste plus de la moitié de ce que vous gagnez, quoi. Mais vous pouvez arriver à déléguer certaines tâches qui sont chronophages sur des petites prestations. Et vous pouvez arriver à déléguer certaines tâches assez simples, assez rapides. Quelques dizaines d'euros, quoi. Alors c'est sûr que vous n'allez pas déléguer des tâches à plusieurs centaines d'euros, vous n'allez pas vous payer un super graphiste qui vous fait des trucs incroyables, vous n'allez pas vous payer des personnes qui ont une forte valeur ajoutée, parce que vous pourrez pas. Par contre, sur des petites offres, vous pouvez déléguer des petites tâches à hauteur de quelques dizaines d'euros, et ça se fait et c'est possible. Par contre, c'est sûr qu'il vous restera pas grand chose. Déjà de base, il n'y a pas grand chose, ça rapporte pas énorme. Alors là, vous aurez encore moins, mais c'est possible. Et il y a des agences qui font ça, hein, qui vont avoir 50 clients sur des offres à 300 euros et qui délèguent quelques dizaines d'euros sur des tâches simples. Et le volume fait que à la fin, ça fait quand même une belle somme d'argent, quoi. Donc c'est quelque chose qui se fait évidemment, mais comme on l'a vu, hein, c'est toujours la relation entre le prix et le volume de clients que vous pouvez accompagner. Et ensuite, pour ce qui est de trouver les prestataires, comme j'en parlais dans la vidéo sur la délégation, vous pouvez facilement en trouver sur les plateformes de freelance, dans des groupes Facebook spécialisés. Voilà, si vous cherchez un graphiste, si vous cherchez des community managers, il y a des groupes de community managers, il y a des groupes de graphistes, il y a des groupes de vendeurs, de Y ou Z. Voilà, c'est pas compliqué de trouver des prestataires de services, donc je vous laisse chercher de votre côté. Et ensuite, il va falloir les tester. Donc vous pouvez leur dire, tiens, tu me fais une publication test. Où on teste un mois puis on voit à la fin. Enfin voilà, vous pouvez jouer là-dessus. Et derrière, vous pouvez également trouver un partenaire complémentaire. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, en plus de la délégation, trouver un partenaire complémentaire à ce que vous proposez. Par exemple, une personne qui va s'occuper que de la partie pub, ce qui va donner une plus-value à votre offre et vous pourrez la vendre plus cher. C'est-à-dire que vous vous occupez des réseaux sociaux mais organiques, c'est-à-dire sans pub payante, et vous avez un prestataire avec qui vous êtes partenaire qui que vous comprenez dans votre offre par exemple, ou alors qui arrive plus tard dans votre offre. Voilà, vous avez un client, il est satisfait, il vous dit maintenant je cherche quelqu'un pour ma pub, vous dites moi j'ai un partenaire, je peux le ramener, et vous prenez une commission sur le partenaire en question. Voilà, s'il facture 1000 euros, vous pouvez prendre, moi je sais pas, 10, 20%, enfin c'est à vous de voir avec la personne. Et c'est à vous de voir aussi si vous comprenez le prix de la personne dans votre offre ou si elle est ajoutée par la suite à l'offre et que c'est lui qui facture à part. Enfin ça c'est à vous de voir avec la personne. Mais dans tous les cas, vous pouvez ramener un partenaire complémentaire. Votre client cherche un rédacteur, une rédactrice web, vous lui ramenez un rédacteur, une rédactrice web et cette personne vous donnera une commission, et à son tour, si elle vous trouve un client, elle prendra une commission sur ce que vous gagnez vous. Donc voilà, vous pouvez trouver des partenaires complémentaires comme ça, parce que
si généralement les personnes elles veulent se lancer sur internet, elles auront besoin peut-être d'un ou d'une CM, mais elles auront aussi besoin peut-être, moi je sais pas, de closer, de personnes pour la pub, de rédacteurs, de copywriters, enfin elles peuvent avoir besoin de plein de prestataires, et vous pouvez avoir des partenaires prestataires comme ça sur lesquels vous prenez une part de leur tarif, quoi. Et inversement, eux, quand ils vous ramènent des personnes, ils prennent une part de vos tarifs. Et enfin, vous pouvez proposer du coaching. Ça vous permet de faire entrer davantage d'argent en moins de temps que la prestation de service. Voilà, le coaching, ça vous permet de faire rentrer de l'argent, et ça vous prend potentiellement moins de temps que devoir faire plein de publications tout seul, tout ça. Et il y en a même derrière qui des fois arrêtent le community management pour se consacrer qu'au coaching. Alors moi, je trouve pas que ce soit spécialement trop une bonne idée, dans le sens où le coaching, par contre, t'es obligé de courir tout le temps après les clients, parce que c'est pas du revenu régulier, quoi. Une fois que tu as terminé de coacher une personne, c'est terminé les paiements. Alors que un client, vous pouvez avoir un client aujourd'hui, et si vous l'avez toujours dans 3 ans, ça fait 3 ans qu'il vous rapporte de l'argent tous les mois. Donc c'est du récurrent. Donc le coaching, ça peut se faire en plus du CM si vous souhaitez pas déléguer, par exemple, ou même si vous souhaitez déléguer. Mais par exemple, vous avez 3 clients en CM, ça vous convient, vous trouvez le bon équilibre entre le temps que ça vous prend et l'aspect financier. Ça vient pas empiéter négativement sur votre vie personnelle non plus. Et là, vous vous dites, j'ai encore 1 heure ou 2 par semaine, est-ce que je ferai pas du coaching? Voilà, je peux pas accueillir un nouveau client, ça prendrait trop de temps, mais par contre, je cracherai pas sur un peu plus d'argent, donc est-ce que je proposerai pas du coaching? Et là, si vous voyez que vous avez 1, 2, 3 heures par semaine à combler, et que l'argent que ça vous ramène, ça vaut largement le coup, vous pouvez vous dire, je vais faire du coaching en plus du CM. Et vous pouvez très bien faire les 3, déléguer, avoir des partenaires et du coaching. Et ça va vous permettre d'aller plus loin dans votre activité une fois que tout ce qu'on a vu en amont dans cette petite formation est en place. Donc voilà les CM pour résumer cette formation. On a un peu parlé de réseaux sociaux, on a un peu vu comment vous pouvez les utiliser pour vendre. Alors évidemment, on n'a pas pu aller en détail dedans. Mais bon, ça je le ferai sur la chaîne, donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, aussi à me suivre sur Instagram et de partout. Également, on a vu le positionnement, l'offre, les tarifs, on a vu la prospection, on a vu la vente et on a vu comment aller plus loin. Et si vous voulez aller encore plus loin, évidemment, je vous invite à appuyer sur le premier lien, allez cliquer sur le premier lien qui est dans la description et vous aurez cette formation là mais en version beaucoup plus longue, elle dure 3 heures et je vais beaucoup plus en détail dans chaque point en fait. Voilà, là c'était une version accélérée et dans celle qui est en dessous, je vais beaucoup plus loin dans chaque domaine et c'est beaucoup plus complet. Et également, si vous désirez aller plus loin, vous avez la possibilité de réserver un appel avec moi. Donc pareil, ça se passe dans le premier lien, vous allez arriver sur la page où il y a la formation et en dessous, vous avez un bouton pour réserver un appel avec moi. Donc ça, c'est pour les personnes motivées et sérieuses qui souhaitent atteindre rapidement leurs objectifs et être accompagnées. Je vous invite à réserver un appel avec moi afin que l'on voit comment je peux vous aider. Et c'est pas un appel payant, mais c'est pas pour autant un coaching gratuit. Il y a pas c'est pas pour les touristes, qui ont juste 2 questions, par curiosité. Mais c'est vraiment pour les personnes sérieuses qui souhaitent aller plus loin et vraiment être accompagnées pour aller chercher des clients et vraiment vivre de leur activité de CM et vraiment que ce soit une activité qui les rende libres, qui soit à leur service et qui puissent vivre et être pleinement épanouis dans cette activité-là. Donc moi, c'est mon activité aussi, en plus d'être CM Freelance, d'accompagner des CM Freelance à vivre pleinement et de la bonne manière de cette activité de CM Freelance. Donc voilà, ça se passe tout dans la description, que ce soit la formation ou réserver un appel avec moi. Quoi qu'il en soit, les CM, j'espère que cette formation vous aura aidé. Je vous invite à aller découvrir les autres vidéos de la chaîne qui vont parfaitement compléter ce qu'on a vu là, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à me laisser un commentaire si vous avez des questions, à laisser un petit pouce bleu, partager cette vidéo à un ou une CM qui chercherait une formation gratuite, accélérée sur la partie entrepreneuriat de son activité de community manager. Et puis les CM, de toute manière, on se dit à très vite sur YouTube, on sort des vidéos chaque semaine. Donc d'ici là, tenez-vous bien et on se dit à très vite. Ciao.